Elle n'aurait jamais imaginé qu'un jour, quelque chose n'importe quoi pourrait enfin briser la spirale descendante où elle survivait depuis des années. Jusqu'à ce matin-là, Maya Rivera ne croyait plus vraiment au miracle. Elle croyait aux quarts de travail interminables, au réveil avec la nuque brisée dans un siège de voiture, aux factures qui s'empilaient comme une menace permanente. Mais certainement pas à l'héritage d'une maison troglodyte appartenant à un oncle dont elle n'avait jamais entendu parler. Et encore moins à ce qu'elle allait découvrir derrière un mur scellé de pierre, un secret d'une valeur inimaginable, un secret pour lequel des hommes puissants avaient déjà tué, et pour lequel ils seraient prêts à tuer encore. Ce matin-là, l'alarme de son téléphone vrilla l'habitacle silencieux de sa Toyota Camry à 4h30. La vibration stridente fendait la nuit comme une lame, arrachant Maya à un sommeil léger et douloureux. Son corps protestait lorsque, depuis le siège incliné, elle se redressa lentement. Chaque jour, elle se réveillait avec la sensation d'être plus vieille que ses 32 ans, comme si la fatigue et l'inquiétude avaient gravé dans sa colonne vertébrale des décennies supplémentaires. À travers les vitres embuées, elle distingua le halo orangé du restaurant ouvert 24 heures sur 24, juste en face du parking. Dans moins d'une heure et demie, elle y servirait des œufs trop cuits, du bacon trop salé et des sourires forcés. Elle se frotta les yeux et tourna la tête vers la banquette arrière. Sa fille de 7 ans, Sophie, dormait encore, nichée sous une couverture donnée par une association, ses cheveux épais et sombres éparpillés sur un oreiller improvisé avec des pulls roulés. Voir son enfant dormir dans une voiture poussiéreuse derrière un centre commercial de Riverside, Californie, lui transperçait chaque matin le cœur avant que l'habitude ne l'engourdisse à nouveau. Maya avait renoncé depuis longtemps à l'idée d'une stabilité digne de ce nom. Elle avait cumulé des emplois jusqu'à épuisement, serveuse à temps partiel, femme de ménage dans un motel, caissière le week-end. Malgré tout cela, les factures d'hôpital pour l'asthme de Sophie arrivaient toujours plus vite que ses paiements. Après leur expulsion 6 mois plus tôt, elle avait senti que quelque chose d'essentiel se brisait en elle. Le départ sans explication du père de Sophie, alors que leur fille n'avait que 2 ans, avait déjà laissé une fissure profonde. L'éviction n'avait fait qu'enfoncer le clou. Elle resta un instant à observer sa fille. L'innocence de Sophie, cette confiance absolue dans un monde qui n'avait pourtant jamais été clément avec elle, lui faisait à la fois mal et du bien. Puis, doucement, elle ouvrit la portière pour ne pas la réveiller et traversa le parking glacé. L'air du désert mordait sa peau, un froid sec et tranchant, presque irréel comparé à la fournaise qui s'abattrait quelques heures plus tard. Dans le restaurant, elle poussa la porte réservée au personnel et fut immédiatement enveloppée par l'odeur familière du café brûlé et du désinfectant industriel. Dal, son manager, leva les yeux vers elle sans un sourire. « Tu es en avance », constata-t-il d'un ton neutre. Ce n'était pas un compliment. « Je n'arrivais pas à dormir », répondit-elle, nouant son tablier autour de sa taille. Comme toujours, elle mentait. Si elle disait la vérité, elle devrait admettre qu'on ne dort jamais vraiment lorsqu'on a transformé une voiture en refuge et qu'on vit constamment dans la peur de perdre ce dernier semblant de stabilité. Le service du matin passa dans un tourbillon d'assiettes chaudes, de clients pressés et de tasses de café qui ne se vidaient jamais assez vite. À 9 heures, ses pieds la brûlaient, son dos était un seul bloc de douleur, et pourtant elle devait tenir encore plusieurs heures avant de pouvoir emmener Sophie à la bibliothèque municipale, le seul endroit où l'air climatisé était gratuit et où les toilettes n'étaient pas une épreuve. Pendant sa pause de 10 minutes, assise sur une caisse de lait derrière la benne à ordures, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Pas une société de recouvrement, pas une publicité automatisée. Une vraie sonnerie, distincte, insistante. Elle hésita. Puis décrocha. « Bonjour, suis-je bien en ligne avec Maya Elena Rivera ?» demanda une voix masculine, formelle, presque trop propre pour son monde à elle. « Ça dépend. Qui est à l'appareil ? Je m'appelle Leonard Hoffman. Je suis avocat à Santa Fe, au cabinet Hoffman & Associates. Je vous appelle au sujet de la succession de votre oncle, feu Daniel Marcus Rivera. » Maya fronça les sourcils, interloquée. « Je crois que vous faites erreur. Je n'ai aucun oncle au Nouveau-Mexique. » « Vous en aviez un, » corrigea doucement l'avocat. « Il est décédé il y a 3 mois. Vous êtes, selon nos documents, sa seule héritière. Le frère cadet de votre père. » Elle resta figée un instant. Son père était mort lorsqu'elle avait 12 ans, d'une crise cardiaque foudroyante. Elle conservait de lui des bribes, son rire chaud, ses mains dures de travailleur, la manière dont il l'appelait, « ma petite guerrière ». Jamais une seule fois il n'avait évoqué un frère.
Je ne comprends pas, murmura-t-elle. Pourquoi m'appeler? Parce qu'il vous a laissé la totalité de son patrimoine. Propriété comprise. Maya sentit son cœur s'emballer. Elle s'accrocha à la caisse en plastique. Quel genre de propriété? L'avocat marqua une hésitation perceptible. C'est un domicile construit à même un système de grottes, dans le désert du Nouveau-Mexique. L'endroit est isolé. Votre oncle était un homme très discret, certains diraient excentrique. Mais la demeure est payée, sans dette. Je vous conseille de la voir avant de prendre une décision. Je peux vous envoyer les informations par courriel. Maya répéta mécaniquement. Une maison dans une grotte? C'est exact. Elle aurait dû rire. Elle aurait dû couper la communication, se persuader qu'on essayait de l'escroquer. Mais quelque chose dans le ton de l'avocat avait sonné juste, solide, irréfutable. Envoyez-moi les documents, dit-elle finalement. Je regarderai. Très bien. Une dernière chose, votre oncle a laissé une lettre pour vous. Je dois vous la remettre en main propre. Lorsque l'appel s'acheva, Maya resta 5 longues minutes immobile, les yeux fixés sur l'asphalte fissuré. Une maison dans une grotte. Un oncle inconnu. Une lettre. Tout cela avait l'allure d'un mauvais film d'horreur, ou d'un canular cruel. Mais en pensant à Sophie dormant dans une voiture vieille de 15 ans, elle réalisa qu'elle n'avait rien à perdre. Rien, sauf la certitude que rien ne changerait jamais. Ce soir-là, après son second emploi au motel, Maya retourna dans la voiture, son ordinateur posé sur ses genoux, profitant du Wi-Fi qui s'étendait faiblement du restaurant. Sophie terminait ses devoirs à l'intérieur, surveillée par Carla, une serveuse au grand cœur qui avait pris l'enfant sous son aile. Dans la boîte mail, un message de l'avocat l'attendait, accompagné de photos, de documents et d'un plan d'accès. La propriété se trouvait à 70 miles de Santa Fe, dans le désert du Haut-Plateau, près des monts Gemay. Les images révélaient un habitat taillé à même une imposante falaise de grès. Une lourde porte en bois, presque invisible, se fondait dans la roche. De petites ouvertures servaient de fenêtres, taillées avec intention, comme pour que la lumière entre sans que le lieu ne soit trop exposé. L'ensemble semblait à la fois ancien et étrangement contemporain, comme si l'endroit appartenait autant au passé qu'à un futur indéfinissable. Une photographie montrait l'intérieur sacré par une lumière tamisée. Maya sentit une pulsation inhabituelle lui traverser la poitrine. Un mélange de crainte et d'espoir. Une intuition brûlante que cette histoire, cette grotte, ce mur scellé, cet oncle fantôme n'allait pas simplement lui offrir un toit. Cela allait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille. Et peut-être sur elle-même. Les murs de pierre lisse semblaient respirer sous la lumière naturelle qui descendait des puits creusés dans la roche. La clarté, douce et dorée, glissait sur les parois comme une eau silencieuse. Le mobilier, minimaliste et élégant, semblait presque irréel dans cet environnement minéral, comme si quelqu'un avait voulu marier le luxe moderne au secret d'une terre ancienne. C'était beau, mais d'une beauté étrange, isolée, presque hors du temps. Maya observait chaque recoin avec une attention fébrile, une cuisine parfaitement équipée, une salle de bain, plusieurs chambres, tout cela intégré au cœur de la falaise, protégé par des strates de pierre vieilles de milliers d'années. Elle relut le titre de propriété, les documents fiscaux, le dossier transmis par l'avocat. Tout était authentique, validé, incontestable. Son nom figurait clairement comme seule héritière légitime. Le bien appartenait à Danielle Rivera depuis 1997, entièrement payé, aucun prêt, aucune hypothèque, pas même un arriéré d'impôt. Un héritage net, propre et inexplicable. « Qui es-tu vraiment » murmura-t-elle en fixant l'écran. À travers la fenêtre du dîner, elle distingua Sophie, assise à leur table habituelle, sa langue dépassant légèrement tandis qu'elle coloriait avec une intensité adorable, totalement inconsciente que leur existence entière était peut-être sur le point de basculer. Alors Maya prit une décision. Elles iraient. Elle prendrait 3 jours de congé, installerait Sophie à l'arrière de la voiture, et parcourrait les 10 heures de route jusqu'au Nouveau-Mexique. Si tout cela était réel, si la maison, la caverne était habitable, peut-être aurait-elle enfin un toit qui ne nécessitait pas une clé de contact pour exister. Le lendemain, elle expliqua à ses responsables qu'elle faisait face à une urgence familiale. Dal grogna, leva les yeux au ciel, mais finit par approuver. C'était tout ce dont elle avait besoin. Elle rassembla leurs maigres possessions, quelques vêtements, des produits de toilette, le lapin en peluche de Sophie, et un dossier contenant tous les documents importants qu'elle possédait.
La route, depuis l'Arizona jusqu'au Nouveau-Mexique, ressemblait à une migration vers une autre planète. Les paysages passaient du désert sec aux plateaux élevés, des étendues plates aux collines ondulantes piquées de genévriers et de pins pignons. Sophie, le visage collé contre la vitre, pointait du doigt les faucons qui planaient haut dans le ciel et posait 1000 questions auxquelles Maya n'avait aucune réponse. « On va vraiment vivre dans une grotte, maman ? Peut-être, trésor. On verra bien. Comme Batman ? » Maya eut un petit rire malgré la tension qui lui nouait l'estomac. Quelque chose comme ça. Elles s'arrêtèrent pour faire le plein dans une petite ville nommée Bernalillo. Maya demanda des indications sur l'emplacement exact de la propriété. La caissière, une femme âgée aux longues tresses argentées, haussa les sourcils d'un air surpris. « Vous vous rendez chez les Rivera, on dirait. Vous connaissez cet endroit ? Tout le monde connaît cet endroit. Ou du moins, tout le monde en a entendu parler. » Elle baissa un peu la voix, comme si elle partageait une confidence. Le type qui vivait là, Daniel, il sortait rarement. Venait en ville 1 ou 2 fois par an, payait en liquide, parlait très peu. Les gens disaient qu'il était brillant. Peut-être un génie. Ou un criminel ? Demanda Maya, mi-amusée, mi-inquiète. La femme haussa une épaule. Peut-être. Peut-être juste fou. C'est difficile de faire la différence parfois. Il se passait des trucs étranges là-bas. Des lumières à des heures improbables. Des véhicules qui arrivaient et repartaient, mais lui, il n'a jamais causé d'ennui. Alors les gens l'ont laissé tranquille. Le ventre de Maya se contracta. Quel genre de choses étranges ? Oh, des rumeurs. Le désert fait travailler l'imagination. Vous verrez bien. Faites juste attention. Et gardez vos portes verrouillées la nuit. Les 20 derniers kilomètres se firent sur une route de terre qui serpentait entre des canyons et des mésas rougeoyantes. Une route absente de la plupart des cartes. La vieille Camry tremblait et gémissait sur les ornières, et derrière elle, un nuage de poussière flottait comme une fumée pâle. Sophie s'était endormie, la tête contre son lapin en peluche. Maya commençait à douter de sa décision, se demandant si elle n'avait pas été folle de se lancer dans ce périple, lorsque la falaise apparut devant elle. Une paroi majestueuse, rouge, orange, striée de couches de sédiments antiques. Et là, dissimulée dans une alcôve naturelle à une dizaine de mètres au-dessus du sol désertique, l'entrée. Un escalier de pierre taillé directement dans la roche menait à une porte de bois sombre. La construction semblait avoir poussé hors de la terre, à la fois camouflée et imposante. Maya gara la voiture et resta un moment immobile, les mains crispées sur le volant, le cœur battant à tout rompre. « On est arrivé », murmura-t-elle. Sophie s'étira. « C'est ici ? » ?»« Oui, mon cœur. C'est ici. » Lorsqu'elles sortirent de la voiture, le silence du désert s'abattit sur elle comme un voile. Pas de voiture, pas de conversation, pas de musique. Juste le vent et, quelque part loin au-dessus, le cri d'un faucon. Maya prit la main de Sophie, et elles avancèrent vers les marches gravées. Chaque marche était polie par le temps. Maya se demanda combien de fois son oncle les avait montées, seul, inconnu de tous. En haut, la porte correspondait exactement aux photos, du bois épais, vieilli, renforcé de bandes de fer. Pas de sonnette, pas de heurtoir, seulement une lourde poignée et une serrure ancienne. L'avocat lui avait envoyé la clé, un objet massif, presque médiéval, gravé de motifs indistincts. La main légèrement tremblante, Maya l'inséra dans la serrure. Elle tourna sans résistance, et la porte s'ouvrit avec un long gémissement grave qui résonna à l'intérieur. Ce qu'elle découvrit lui coupa le souffle. La pièce principale était immense, une cavité naturelle soigneusement sculptée et aménagée. Les murs en pierre, polis jusqu'à devenir presque doux, renvoyaient la lumière dorée des puits de lumière taillés dans la roche à plus de 6 mètres au-dessus. Le sol mêlait pierres lisses et bois incrustés dans un mariage harmonieux. Peu de meubles, mais tous choisis avec un goût sûr, un canapé en cuir, une grande table en bois massif, des étagères directement creusées dans les parois. À gauche, une cuisine moderne, aux appareils en acier inoxydable, avec des plans de travail en pierre et un évier qui semblait être nourri par une source souterraine. À droite, un couloir s'enfonçait dans la falaise. Tout était propre. Pas un grain de poussière. Comme si quelqu'un était parti la veille. On dirait un château, souffla Sophie. Maya caressa les murs du bout des doigts. Il y avait de l'électricité,
Elle le voyait, des prises, des interrupteurs. Il y avait de la plomberie. Ce n'était pas une grotte primitive. C'était une maison, une vraie maison, construite avec des moyens immenses et une précision presque obsessionnelle. Mais qui était son oncle pour avoir bâti cela? Elles trouvèrent les chambres en longeant le couloir. 3 pièces, toutes taillées dans la roche avec la même finesse. Dans l'une, un lit simple, une commode, un bureau sur lequel reposaient encore des papiers dispersés. Dans une autre, une simple natte et une fenêtre donnant sur l'immensité désertique. La troisième était plus petite, parfaite pour un enfant, avec des étagères intégrées et un puits de lumière cadrant un carré de ciel bleu. « Je peux avoir cette chambre ?» demanda Sophie, les yeux ronds d'espoir. « Bien sûr, mon amour, » répondit Maya, la gorge serrée. Elles continuèrent d'explorer. Une salle de bain avec une douche en pierre et une baignoire profonde, presque sculpturale. Un garde-manger rempli de conserves et de provisions séchées, de quoi survivre plusieurs mois. Un local de stockage regorgeant d'outils, de matériel d'escalade, et de boîtes étiquetées avec des dates remontant à des décennies. Et puis, un détail attira son attention. Dans la pièce principale, tout au fond, un PAN de mur ne correspondait pas au reste. La pierre y était plus uniforme, plus récente, comme si quelqu'un avait scellé quelque chose derrière. Maya posa la main dessus, la surface était froide. Elle frappa doucement. Le son était creux. « Qu'est-ce qu'il y a derrière, maman ? » « Je ne sais pas encore, » murmura-t-elle. « Mais je le découvrirai. » Lorsque le soleil se coucha, teintant le désert de pourpre et d'or, Maya se retrouva debout au centre de cet endroit impossible. Elle sentit poindre en elle un sentiment qu'elle n'avait plus connu depuis longtemps. L'espoir. Son oncle ne lui avait pas seulement laissé une maison. Il lui avait laissé une énigme. Une porte vers un avenir différent, peut-être dangereux, peut-être extraordinaire, mais pour la première fois depuis des années, un avenir qui lui appartenait. Pour la première fois depuis des mois, peut-être même depuis des années, Maya Rivera sentit quelque chose qu'elle croyait perdu, la curiosité. Non pas l'inquiétude fébrile de quelqu'un qui attend la prochaine catastrophe, mais une curiosité réelle, presque enfantine, une ouverture qui lui donnait soudain l'impression que sa vie pouvait basculer vers autre chose que la survie interminable à laquelle elle s'était habituée. Cette nuit-là, elles dormirent dans de vrais lits pour la première fois depuis 6 mois. Sophie, blottie sous des draps propres dans une chambre qui sentait la pierre fraîche et le bois ancien, serra contre elle son lapin en peluche et murmura qu'elle se sentait comme une princesse dans une grotte magique. Son sourire émerveillé valait tous les trésors du monde. Dans la chambre voûtée où elle dormirait désormais, Maya resta longtemps réveillée, allongée sous le plafond de pierre polie, incapable de calmer le flot de pensées qui déferlait en elle. Demain, elle irait en ville rencontrer Leonard Hoffman. Demain, elle lirait la lettre que son oncle avait laissée pour elle. Demain, elle commencerait à poser toutes les questions qui brûlaient déjà dans son esprit. Mais ce soir, pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa à simplement respirer, à se laisser aller au repos, à croire juste un instant que peut-être l'univers ne l'avait pas complètement oublié. Et peut-être même que, caché sous le désert brûlant, scellé dans le cœur de la pierre, quelque chose l'attendait. Quelque chose qui pourrait bouleverser toute son existence. Le matin, une lumière dorée filtra à travers les puits de lumière taillés dans la roche, éclaboussant les murs d'une clarté douce, presque irréelle. L'intérieur de la maison troglodyte baignait dans une lueur chaude, comme si la pierre elle-même respirait sous le soleil. Maya s'éveilla lentement, le corps dérouté par le confort d'un matelas véritable, l'esprit encore embrouillé, le temps de se souvenir qu'elle n'était plus dans le siège incliné de sa vieille Camry. Elle se redressa brusquement, encore persuadée qu'elle allait ouvrir les yeux sur les vitres embuées de la voiture, sur les chaussures de Sophie posées pêle-mêle contre la portière. Mais non. Les murs de pierre aux courbes organiques étaient bien là. Le tapis tissé à la main sous ses pieds aussi. Rien n'était un rêve. Cet endroit improbable, presque impossible, était pourtant réel. Elle trouva Sophie déjà debout, pressant son petit visage contre la vitre ronde qui donnait sur l'extérieur. « Mama, regarde. Il y a un vrai lapin dehors. » Maya la rejoignit. Un lièvre aux grandes oreilles grises bondissait dans le sable rouge, ses mouvements précis et furtifs comme un éclat de vie surgissant d'un tableau désertique. Autour de lui, l'horizon s'étendait à perte de vue, des méandres rocheux, des canyons sculptés par des millénaires de vent, des nuances d'ambre, de rouille et d'or qui semblaient vibrer sous le soleil levant. C'était une désolation somptueuse, une beauté brute qui serrait le cœur. « Tu as faim ?»
mon trésor? Oui. Dans la cuisine, elles explorèrent les placards. Le réfrigérateur était vide, mais le garde-manger regorgeait d'essentiels, pâtes, riz, conserves, café, et même un pot de beurre de cacahuète. Maya prépara 2 sandwichs et un café soluble, et elles s'assirent toutes les deux à la petite table en bois. À travers les fenêtres, le monde désertique semblait hors du temps, comme si elles avaient franchi une frontière invisible et quitté les lois ordinaires de la réalité. Ici, aucun loyer, aucune facture, aucun avis d'expulsion ne pouvait les atteindre. Après le petit déjeuner, Maya demanda à Sophie de rester à l'intérieur pour jouer pendant qu'elle explorait les environs. Elle devait comprendre ce lieu, comprendre ce que son oncle avait construit et ce qu'il lui avait réellement laissé. En sortant sur la plateforme de pierre qui servait d'entrée suspendue, elle observa la Camry garée en contrebas, minuscule, perdue au milieu du désert. L'escalier creusé dans la roche descendait en zigzag, mais un autre chemin serpentait vers l'arrière, grimpant le long de la falaise. Elle choisit ce chemin. Le sentier était étroit, mais parfaitement taillé dans la roche, comme si quelqu'un avait sculpté la montagne elle-même avec patience et savoir-faire. En montant, elle remarqua des détails qu'elle n'avait pas vus la veille. Des panneaux solaires dissimulés dans la paroi, invisibles à moins de savoir où regarder. Un réservoir d'eau parfaitement intégré dans une dépression naturelle. Une antenne satellite camouflée sous une coque minérale. Son oncle n'avait pas simplement construit une maison. Il avait bâti un refuge autonome, invisible, pensé pour échapper à tout regard indiscret. Au sommet, la mesa s'ouvrait sur une vaste étendue de pierres et de broussailles. De là, elle voyait jusqu'aux montagnes bleutées de l'horizon. Une immensité écrasante. Un silence sacré. Quand elle se retourna vers la falaise, l'entrée de la maison était presque imperceptible, avalée par l'ombre et la pierre. Une personne pourrait passer 100 fois devant sans jamais soupçonner qu'une demeure se cachait là. Qui étais-tu et de quoi cherchais-tu à te protéger? Murmura-t-elle au vent. De retour à l'intérieur, elle trouva Sophie concentrée sur un dessin, la langue sortie dans son petit geste habituel de concentration. Une vision si douce qu'elle sentit sa poitrine se serrer de gratitude. Elle se dirigea ensuite vers ce qu'elle avait évité jusqu'à présent, le bureau de son oncle. Une pièce imposante en bois sombre, lourde, soigneusement ouvragée. Le plateau était couvert de feuillets épars, croquis techniques, plans d'architecture, mesures minutieuses. On aurait dit un laboratoire d'ingénieurs reconstitué dans un repère secret. Elle ouvrit le premier tiroir, crayon, règles, stylo et un petit carnet en cuir. Les pages étaient remplies d'une écriture minuscule, tendue, presque austère. Les entrées étaient brèves, datées, précises. 5 décembre 2003, système de filtration opérationnel. Autonomie illimitée. 22 mars 2005, panneau solaire amélioré. Stockage énergétique à 100%. 9 septembre 2008, protocole de sécurité testé. Capteur de mouvement fonctionnel. Protocole de sécurité. Capteur de mouvement. Le cœur de Maya s'emballa. Elle tourna les pages, cherchant quelque chose de plus humain, de plus intime. Elle trouva enfin une note, écrite au tout début. 1er janvier 2000, nouvelle année, nouvelle vie. Ils ne le trouveront jamais ici. Elle ne saura rien. C'est mieux ainsi. Elle mérite mieux que la vérité. Maya resta pétrifiée, les yeux fixés sur ces mots. De qui parlait-il? D'elle? D'une autre femme? D'un secret qu'il avait fui? Elle referma le carnet, désormais lourde de questions, et ouvrit méthodiquement les autres tiroirs. Rien que des reçus, des notes de matériel, tout payé en espèces. Aucun compte bancaire. Aucune trace numérique. Comme si son oncle avait tenté d'effacer toute empreinte. Dans le dernier tiroir, elle découvrit quelque chose de radicalement différent, une boîte en bois, fermée par un loquet en laiton. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, des photographies anciennes. La première lui coupa le souffle. C'était son père. Plus jeune, le sourire éclatant. À côté de lui se tenait un homme qui lui ressemblait comme un reflet légèrement altéré, même mâchoire, mêmes yeux, même allure. Ce devait être Daniel, son oncle. Les deux frères riaient, bras autour des épaules, insouciants. D'autres photos montraient les deux garçons enfants, puis adolescents, réparant une vieille voiture. Puis soudain, son père disparaissait des images. Daniel apparaissait seul,
devant des bâtiments institutionnels qu'elle ne reconnaissait pas, des structures massives, austères. Une photo le montrait en blouse blanche, dans un laboratoire aux appareils étranges. Une autre le représentait serrant la main d'homme en costume, tous souriant d'un sourire crispé. Au fond de la boîte, elle trouva une coupure de journal jauni. Le titre glaça son sang. Scientifique de Los Alamos interrogé après une faille de sécurité. L'article datait de 1996. Il mentionnait plusieurs chercheurs soupçonnés d'espionnage. Aucun nom n'était cité mais Maya n'eut aucun mal à comprendre l'implication. Los Alamos. Le laboratoire national du Nouveau-Mexique. L'un des endroits les plus surveillés et les plus secrets du pays. Maya sentit ses mains trembler. Le désert. La maison cachée. La vie effacée de Daniel. Son père absent des photos après une certaine date. Les notes critiques du journal. Quelque chose de gigantesque commençait à émerger. Un secret enseveli sous la pierre. Un secret que son oncle avait choisi d'emporter dans sa solitude. Un secret qui, désormais, lui appartenait. Et Maya comprit soudain que ce qu'elle avait découvert n'était peut-être que la surface du véritable mystère. Maya resta longtemps immobile, le souffle suspendu. Un frisson glacé remonta le long de sa colonne vertébrale. Mon Dieu, son oncle avait travaillé à Los Alamos, et quelque chose s'y était produit. Quelque chose d'assez grave pour qu'il disparaisse du monde, s'enfonce dans le désert et y construise cette véritable forteresse de solitude. Lentement, les morceaux du puzzle s'assemblèrent dans son esprit. Et l'image qui en résultait avait quelque chose de terrifiant. S'il avait été impliqué dans une affaire illégale, ou dangereuse, qu'est-ce que cela signifiait pour elle? Et surtout, pour Sophie? La gorge nouée, elle replaça les photos dans la boîte et la referma d'un geste brusque. Son esprit tourbillonnait, incapable de se fixer. Elle devait aller à Santa Fe, retrouver Leonard Hoffman, lire cette lettre que son oncle avait laissée derrière lui. Mais une partie d'elle redoutait ce qu'elle pourrait y découvrir. Et si ce miracle inattendu, cette maison creusée dans la roche, ce havre qui avait semblé descendre du ciel n'était en réalité qu'une malédiction déguisée? Mama, on peut aller explorer dehors? La petite voix de Sophie fendit ses pensées comme une flèche lumineuse. Maya leva les yeux vers sa fille. Si innocente, si confiante, si convaincue que maman pouvait tout affronter. Elle prit une décision à cet instant. Quels que soient les secrets enfouis ici, quelle que soit la vérité que son oncle avait dissimulée, elle la défierait. Elle irait jusqu'au bout. Mais elle protégerait Sophie, quoi qu'il arrive. Oui, mon cœur. Allons voir un peu. L'après-midi se déroula dans les alentours immédiats de la maison troglodyte. Il n'y avait presque rien, seulement de la roche, du sable et parfois un lézard immobile sous le soleil implacable. Mais pour Sophie, tout était merveilleux. Elle ramassait des cailloux étranges, les examinait comme des trésors, inventait des légendes à propos de civilisations anciennes qui, selon elle, avaient peut-être vécu dans ces canyons oubliés. Maya la laissa faire. Elle la laissa être une enfant, courir, rire, rêver. Pendant ce temps, ses propres pensées s'entrechoquaient, lourdes de questions et de menaces possibles. Lorsque le soleil commença à s'éteindre derrière les falaises, teignant le désert de nuances rougeoyantes qui évoquaient l'incendie ou le sang, elles rentrèrent. Maya prépara un repas simple avec ce qu'elle trouva dans le garde-manger, des spaghettis avec une sauce en conserve. Elles mangèrent en silence, observant les dernières lueurs du jour s'évanouir à travers les fenêtres taillées dans la pierre. Une fois Sophie endormie, Maya retourna au bureau et ouvrit de nouveau le journal de son oncle. Elle parcourut chaque ligne, cherchant un sens, un fil, une explication. La majorité des notes étaient techniques, presque banales. Pourtant, ici et là, des phrases se distinguaient, comme des éclats d'une vérité plus profonde, plus sombre. Il cherche encore. Heureusement, j'ai bien choisi. Cet endroit est parfait. Invisible. Vue des phares sur la crête ce soir. Trop loin pour être une menace. Mais je surveille. Je surveille toujours. Parfois, je me demande si j'aurais dû dire la vérité à Marcus avant qu'il ne meure. Peut-être qu'il aurait compris. Ou peut-être que ça l'aurait tué plus vite. Marcus. Le prénom frappa Maya au ventre. C'était celui de son père. Sa gorge se serra. Son oncle avait envisagé de se dévoiler, de renouer, de sortir de l'ombre. Mais il ne l'avait jamais fait. Il avait choisi l'isolement jusqu'à la fin.
Et maintenant, c'était elle qui se retrouvait à tenir entre ses mains les fragments d'une énigme qu'elle n'était même pas certaine de vouloir élucider. Elle referma lentement le journal et promena un regard attentif autour d'elle. Cette fois, elle ne vit plus une maison étrange mais fascinante. Elle vit une structure profondément pensée, chaque pierre semblant cacher une intention précise. Son oncle avait parlé de sécurité. Alors où se trouvait-elle? Elle se leva et commença à inspecter le périmètre de la pièce principale, passant ses doigts sur les parois lisses, à l'affût de la moindre irrégularité. Et près de la cuisine, elle la trouva, une petite plaque incrustée dans la pierre, quasiment invisible. Elle appuya dessus. Le panneau s'ouvrit dans un déclic discret. À l'intérieur, un écran éteint et un clavier. Elle sentit son pouls accélérer. Un système de sécurité. Bien sûr. Son oncle avait été prudent, presque paranoïaque. Elle appuya sur le bouton d'alimentation. L'écran s'alluma et afficha plusieurs vues, différentes portions du désert, le chemin menant à la maison, mais aussi les pièces intérieures. Bon sang, murmura-t-elle. Elle défila les images, fascinée et pétrifiée à la fois. Il n'avait pas seulement bâti une maison. Il avait construit une citadelle camouflée, un refuge surveillé comme un bunker. Et si ce degré de vigilance lui avait paru nécessaire, de quoi avait-il eu peur? Ou contre qui se protégeait-il? Cette nuit-là, Maya dormit à peine. Elle resta allongée, attentive au moindre son. Le désert semblait avaler tout bruit, ne laissant filtrer que, de temps à autre, le hurlement lointain d'un coyote. Chaque ombre lui paraissait suspecte. Chaque frôlement du vent contre la pierre ressemblait à une menace. Et toujours, dans son esprit, la vision de ce mur scellé dans la pièce principale, le vide qu'elle avait entendu derrière. Demain, se répéta-t-elle. Demain, elle découvrirait ce qui se cachait derrière la paroi. Demain, elle reprendrait la route pour Santa Fe et exigerait des réponses de Leonard Hoffman. Demain, elle saurait enfin si cet héritage était un cadeau ou un piège. Mais cette nuit-là, elle n'était qu'une mère épuisée, allongée dans une chambre de pierre taillée dans les entrailles du désert, s'accrochant à l'espoir comme à une bouée et priant de ne pas avoir commis l'erreur la plus folle de sa vie. Au petit matin, après leur première nuit complète dans la demeure souterraine, Maya se réveilla en entendant des bruits légers dans la cuisine. Sophie était déjà habillée, assise à la table, balançant gaiement ses jambes sous la chaise tout en mangeant des céréales. Sa capacité à s'adapter la surprenait toujours. 48 heures plus tôt, elle dormait dans une voiture. Et maintenant, sa fille semblait accepter leur nouveau foyer comme si vivre dans une demeure sculptée dans la roche était la chose la plus naturelle du monde. « On peut rester ici pour toujours, Mama ?» demanda Sophie, la bouche encore pleine. Maya servit du café qu'elle avait préparé, laissant l'arôme chaud envahir la pièce. « Je ne sais pas encore, ma chérie. On verra. » Les mots étaient doux, mais la vérité brûlait sous la surface. La décision qui l'attendait lui pesait déjà sur la poitrine. Elle devait aller à Santa Fe, affronter Hoffman, décoder le passé de son oncle. Mais avant tout, elle voulait comprendre cet endroit. Comprendre ce qu'il représentait. Comprendre pourquoi son oncle avait investi sa vie pour le créer. Après le petit déjeuner, elle installa Sophie avec des coloriages et lui demanda de rester dans la grande pièce. Puis elle entreprit une exploration plus méticuleuse de la maison troglodyte, cette fois avec l'intention de dénicher ce qui n'était pas censé être visible. Elle longea les murs, palpant la pierre, écoutant les différences de sonorité. La pièce principale n'offrait rien d'étrange, juste de la roche pleine, polie comme du marbre rugueux. Elle passa ensuite dans le couloir menant aux chambres. L'espace y était plus étroit, les parois plus irrégulières. Et c'est là qu'elle remarqua quelque chose qu'elle avait ignoré la veille, de subtiles variations dans la texture du roc. Des zones où la pierre semblait avoir été découpée puis rebouchée. Elle posa la paume contre une section. Elle bougea imperceptiblement, 1 millimètre à peine. Le cœur de Maya bondit. « Qu'est-ce que tu as caché, oncle Daniel ?» Elle se rendit dans la pièce de stockage où étaient rangés des outils. Des marteaux, des burins, des leviers, tout ce qu'il fallait pour travailler la roche. Elle choisit un burin fin, retourna dans le couloir et glissa prudemment l'extrémité métallique dans la fente. Un léger effort, un craquement, puis un morceau de façade de pierre se détacha, révélant un vide noir derrière. Les mains tremblantes, elle retira d'autres fragments. Ce qui apparut lui coupa le souffle, un passage étroit, peut-être 60 cm de large,
taillée dans la roche brute et s'élevant en pente raide. Elle alluma la lampe de son téléphone et éclaira l'intérieur. Le conduit montait d'une quinzaine de mètres avant de tourner et de s'étendre horizontalement. On ne voyait pas ce qui se trouvait au bout. Elle devait attendre, se dit-elle. Appeler quelqu'un. Demander de l'aide. Ne pas s'aventurer seule dans un passage secret creusé par un homme qui avait fui le monde. Mais la curiosité et la peur se mêlèrent en elle comme deux tempêtes. Et Maya, depuis trop longtemps, avait vécu dans la prudence, la retenue, l'angoisse. Elle avait survécu, jamais osé. Jamais exploré. Jamais brisé les murs placés devant elle. Cette fois, elle ne reculerait pas. Elle inspira profondément, leva sa lampe, et fit le premier pas dans l'obscurité. Maya jeta un dernier regard vers Sophie. « Bébé, je vais vérifier quelque chose. Reste là et ne bouge pas. »« D'accord. »« D'accord, maman, » répéta la fillette avec la confiance absolue qui lui transperça le cœur. Maya inspira profondément, puis se glissa dans le passage étroit qu'elle avait découvert. La pierre effleurait ses épaules de chaque côté, froide et rugueuse, comme si les murs cherchaient à la retenir. L'air était plus frais ici, traversé d'un souffle léger qui lui indiquait que le couloir menait forcément quelque part. Elle se hissa lentement, s'aidant de ses mains pour garder l'équilibre dans ce boyau sombre qui semblait vouloir refermer ses mâchoires sur elle. Une vague d'angoisse lui noua la poitrine. Et si elle restait coincée? Et si ce passage, creusé Dieu sait quand, s'effondrait soudain? Elle chassa ses pensées, se concentra sur sa respiration et continua. Au bout de ce qui lui parut une éternité, le passage s'élargit. Elle déboucha dans une petite chambre creusée dans la roche, à peine 3 mètres de diamètre, mais suffisamment haute pour qu'elle puisse se tenir debout. Elle leva son téléphone, la lumière du flash découpant les ombres. Ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Les murs étaient recouverts d'étagères. Et sur ces étagères s'alignaient des dizaines de boîtes en plastique transparent, toutes soigneusement étiquetées de dates, de numéros, de codes incompréhensibles. Maya n'y comprit rien. Elle ouvrit la plus proche. Des documents. Des milliers de pages portant le logo du Los Alamos National Laboratory. « Oh mon Dieu » murmura-t-elle, la gorge serrée. Elle feuilleta quelques feuilles, rapports techniques, données de recherche, protocoles de sécurité. Certains documents étaient marqués confidentiels, secrets, top secret. Son oncle n'avait pas seulement travaillé à Los Alamos. Il avait soit volé ces documents soit les avait sauvés. Et la nuance lui parut soudain capitale sans qu'elle ne sache encore pourquoi. Elle continua à fouiller, les mains tremblantes. Certaines boîtes contenaient des disques durs, de vieux modèles datant de la fin des années 1990 ou du début des années 2000. D'autres renfermaient des photographies, des clichés de surveillance représentant des inconnus, des notes serrées écrites de la main de son oncle, décrivant des rencontres, des échanges, des comportements suspects. Ce n'était pas juste de la recherche volée. C'était un dossier complet. C'était des preuves. Des preuves de quelque chose d'immense. Et de terriblement dangereux. Le cœur de Maya battait si fort qu'elle l'entendait résonner dans sa tête. Son oncle avait été un lanceur d'alerte ou un voleur ou peut-être les deux. Il avait emporté ces informations, les avait dissimulées dans cette maison troglodyte improbable, perdue en plein désert. Puis il était mort sans avertir personne. Sauf que, d'une certaine manière, il avait prévenu quelqu'un. Il l'avait prévenu, elle. En lui léguant ce lieu. Elle photographia tout ce qu'elle pouvait, méthodiquement, comme si cela pouvait la protéger, puis redescendit prudemment le passage. Lorsqu'elle réapparut dans le couloir principal, son t-shirt était couvert de poussière et sa respiration saccadée. Sophie leva la tête de son cahier de coloriage, les yeux inquiets. « Ça va, maman ?»« Oui, bébé, j'explore un peu, » répondit-elle, même si son corps entier criait le contraire. Ses mains tremblaient. Son esprit tourbillonnait, assailli d'implications terrifiantes. Si son oncle avait subtilisé des documents classifiés, s'il s'était caché du gouvernement, ou d'agents étrangers, ou de quiconque poursuivait ce qu'il avait découvert, alors cette maison n'était pas un cadeau. C'était un piège. Un fardeau. Et elle et Sophie se trouvaient désormais dans la ligne de mire. Elle s'assit sur le canapé et tenta de reprendre le contrôle. Inspirer. Expirer. Comme si la lenteur de sa respiration pouvait mettre de l'ordre dans ce chaos brutal. Sophie, tranquille, continua à colorier,
insouciante face à la tempête qui grondait dans l'esprit de sa mère. Quelques minutes plus tard, Maya se leva et revint vers le PAN de Murcellé qu'elle avait remarqué la veille, celui qui sonnait creux lorsqu'elle frappait dessus. Si son oncle avait caché des documents classifiés dans un passage secret, qu'avait-il encore dissimulé ailleurs? Elle passa ses mains sur la surface du mur, méthodique, centimètre par centimètre. Près du sol, ses doigts rencontrèrent une petite cavité presque invisible, en forme d'empreinte de main. Elle posa sa paume dessus. Rien. Elle appuya plus fort. Un déclic retentit. Toute la section de mur plus d'1,80 m de large sur 2,50 m de haut se rétracta légèrement vers l'intérieur. Maya retint son souffle. Elle poussa. Le mur pivota, lourd, silencieux, révélant une pièce dissimulée derrière. Un courant d'air froid s'en échappa, accompagné d'une odeur métallique, presque stérile. Elle braqua la lumière de son téléphone. La pièce était plus vaste que la première, taillée dans la roche avec une précision presque chirurgicale. Mais ce n'était pas la pièce elle-même qui fit flancher Maya. C'étaient les rangées. Les rangées de barres. Des barres d'or. Alignées sur des palettes en bois. Des centaines. Peut-être des milliers. Chacune marquée d'un poinçon officiel, portant une pureté 999,9, un numéro de série. Maya resta figée, incapable de réagir. Son cerveau refusait de croire ce que voyaient ses yeux. Ce n'était pas possible. Ce devait être faux. Une illusion. Un décor de film. Mais lorsqu'elle s'approcha et posa les mains sur une barre, lorsqu'elle sentit son poids lourd, massif, incontestable, la réalité s'imposa à elle brutalement. C'était de l'or. De l'or véritable. Bien plus que ce qu'elle n'aurait jamais imaginé voir de toute sa vie. Elle souleva la barre. Elle devait peser environ 15 kilos. Elle la retourna. Les chiffres imprimés lui donnaient presque le vertige. Une seule barre valait entre 60 000 et 70 000 $. Elle compta les rangées. Encore. Puis encore. Près de 4 000 barres. 4 000. 4 000 multipliés par 60 000. 240 millions de $. Peut-être plus. Ses jambes flanchèrent. Elle recula en titubant et s'assit lourdement sur le sol de pierre. Elle peinait à respirer. Le monde vacillait autour d'elle et elle dut pencher la tête entre ses genoux pour ne pas perdre connaissance. Ce n'était pas réel. Impossible. Les gens comme elle ne découvraient pas une fortune de plusieurs centaines de millions de dollars dissimulée dans une maison souterraine. Les gens comme elle cumulaient 3 emplois, dormaient dans leur voiture et priaient pour une chance qui ne venait jamais. Sauf que là, cette chance était apparue. Et elle n'avait aucune idée de ce qu'elle devait en faire. « Maman » appela Sophie depuis le salon. « Je peux avoir un goûter ?»« Oui, mon cœur, juste une minute. » Elle sortit de la pièce et referma le mur. Le déclic résonna comme une sentence. Ses mains tremblaient si fort qu'elle dut les serrer contre ses cuisses pour les calmer. Elle alla dans la cuisine, ouvrit machinalement le placard, prit une barre de céréales et la donna à Sophie, qui l'accepta avec un sourire insouciant avant de retourner à son coloriage. Puis Maya sortit sur la plateforme de pierre devant l'entrée de la maison. Elle avait besoin d'air. De distance. De quelque chose qui puisse l'empêcher de perdre pied. Le désert s'étendait devant elle, vaste, aride, imperturbable. Elle se sentit minuscule, noyée dans cette immensité silencieuse. D'où provenait cet or? Depuis combien de temps était-il là? Et surtout qui savait qu'il était ici? Les questions se succédaient, de plus en plus inquiétantes. Si cet or appartenait à quelqu'un, à un gouvernement, une organisation, ou pire, un réseau criminel, il finirait par revenir. Et lorsqu'il reviendrait, il détruirait tout sur leur passage. Il tuerait sans hésiter. Elle pensa aux caméras, aux capteurs, aux passages secrets. Son oncle s'était préparé à quelque chose. Il savait que des personnes dangereuses finiraient par venir. Et maintenant, c'était elle qui se retrouvait à sa place. Héritière non seulement de sa maison, mais aussi de ses secrets. Et de ses ennemis. Elle retourna à l'intérieur, prit son téléphone. Son pouce suspendu au-dessus du clavier. Elle devait appeler la police. Ou le FBI. Leur remettre tout cela. Laisser des professionnels gérer cette situation.
Mais quelque chose l'arrêta. L'image de tous ces documents classifiés, toutes ces preuves, revint dans son esprit. Son oncle n'avait pas agi par cupidité. Il avait tenté de révéler quelque chose. De protéger quelque chose. Et soudain, une phrase de l'avocat résonna en elle, comme une mise en garde qu'elle n'avait pas su entendre auparavant. Il avait insisté avec une précision presque troublante, la lettre devait lui être remise en main propre, et seulement en main propre. Rien ni personne ne devait s'interposer entre elle et ce message venu d'un passé qu'elle ne comprenait pas encore. Ce qui allait suivre n'était pas une simple succession de formalités liées à un héritage. Non. C'était le début d'un jeu dangereux, d'un engrenage où le pouvoir, la cupidité et les secrets enfouis depuis des décennies allaient remonter à la surface. Un jeu où l'on découvrait que protéger ce qui nous a été confié pouvait devenir l'acte le plus courageux et le plus périlleux de toute une vie. Maya avait pris sa décision. Le lendemain, elle conduirait jusqu'à Santa Fe pour rencontrer Leonard Hoffman. Elle lirait la lettre de son oncle et, seulement après cela, elle déciderait quoi faire du trésor, des documents, de tout ce que ce caveau de pierre avait révélé. Ce soir, elle ferait semblant que tout était simple, normal. Elle préparerait le dîner de Sophie, lui lirait son histoire préférée avant de dormir, et jouerait le rôle d'une mère qui n'a rien à cacher. Demain apporterait des réponses où elle l'espérait ardemment. Lorsque Sophie s'endormit, Maya retourna dans la chambre scellée. Elle poussa lentement la porte, comme on ouvre un sanctuaire. Dans la pénombre tremblante éclairée par la lumière de son téléphone, les lingots d'or semblaient briller d'une lueur presque vivante. Les ombres glissaient le long des murs de pierre comme des silhouettes dansantes, et Maya sentit son souffle se suspendre. Elle imagina ce que cet argent pouvait changer. Sophie pourrait aller dans n'importe quelle université, choisir n'importe quelle voie. Elle pourrait avoir un vrai foyer, une stabilité qu'elle n'avait jamais pu offrir. Une existence libérée de la peur du lendemain, des dettes, des nuits passées dans une voiture glaciale. Mais immédiatement, l'autre face de la réalité s'imposa. Parce que l'argent caché ne venait jamais seul. Il portait toujours un prix. Son oncle avait payé ce prix de la manière la plus brutale, il avait renoncé à sa liberté, vécu dans un isolement volontaire pendant des décennies, hanté par l'idée que quelqu'un finirait par le retrouver. Était-elle prête à vivre la même chose? Était-elle prête à risquer la sécurité de Sophie pour une fortune qui semblait maudite? Elle n'en avait pas la moindre certitude. Refermant la porte, elle alla s'asseoir au bureau de son oncle. Elle alluma la lampe, ouvrit son journal et relut attentivement chaque page, cherchant un indice, un mot, une explication. Elle trouva un passage daté de 2007. Déplacer le dernier chargement aujourd'hui. 3 allers-retours en 2 mois. Personne ne m'a suivi. Personne ne sait. C'est enfin en sécurité. Bien plus en sécurité qu'entre leurs mains. Ils ne le trouveront jamais ici. Quand je serai parti, elle aura un choix. Elle pourra faire ce que je n'ai pas pu. Elle pourra réparer ce qui doit l'être. Elle Maya. Elle resta immobile. Il préparait ce moment depuis des années. Peut-être même depuis la moitié de sa vie. Il avait tout pensé pour confier ce fardeau à quelqu'un de son sang. Mais pourquoi elle? Pourquoi une nièce qu'il n'avait jamais contactée, jamais cherché à connaître? Qu'avait-il vu en elle? Elle continua de lire. Un passage de 2009 mentionnait « la source », sans autre précision. Un autre, en 2012, parlait de « terminer les dernières affaires ». Puis, presque à la fin du journal, une entrée datant de 6 mois avant sa mort. Je vieillis. Je me fatigue. Le poids de tout cela m'écrase enfin. Mais je ne peux pas simplement laisser disparaître la vérité. Trop de gens sont morts pour ça. Trop de secrets ont été enterrés. Peut-être que Maya sera plus courageuse que moi. Peut-être qu'elle saura transformer cet argent taché de sang en justice. Dieu sait que j'ai essayé. Argent de sang. Le ventre de Maya se noie. Des gens étaient morts à cause de cet or. Son oncle l'avait écrit d'un ton presque détaché, comme une simple constatation. C'était pire que du vol, pire que de la dissimulation. C'était lié à la violence, à la mort, à des secrets si lourds que des puissants avaient probablement tout fait pour les effacer. Elle aurait dû fuir. Prendre Sophie, grimper dans la voiture et rouler sans s'arrêter avant d'avoir traversé plusieurs États. Abandonner l'or à la pierre, laisser les documents se couvrir de poussière, prétendre n'avoir jamais rien découvert. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle ne le ferait pas.
Parce que, malgré la peur, quelque chose d'autre grandissait. Une colère froide. Son oncle écrivait que des vies avaient été brisées, que la vérité avait été étouffée. Et il l'avait choisie, elle, pour reprendre ce combat. Pas parce qu'elle était forte ou exceptionnelle. Mais parce qu'elle était de sa famille. Parce qu'il croyait qu'elle aurait de la compassion, du courage, ou simplement assez de cœur pour vouloir réparer ce qui avait été détruit. Et peut-être qu'il avait raison. Peut-être que, pour la première fois depuis des années passées à survivre en silence, elle avait envie de compter. De se battre. De ne plus être invisible. Elle s'approcha de la fenêtre. Le ciel désertique était tapissé d'étoiles. Quelque part, des gens, peut-être les mêmes qui avaient traqué son oncle, cherchaient encore cet or. Peut-être n'avait-il jamais cessé. Peut-être attendait-il juste qu'un nouvel héritier se manifeste. Et cet héritier, désormais, c'était elle. Maya posa son front contre la pierre fraîche et se fit une promesse, pour elle-même et pour Sophie, quelle que soit sa décision, elle agirait avec prudence. Avec intelligence. Et surtout, elle protégerait sa fille avant toute chose. Mais elle ne fuirait pas. Pas tant qu'elle n'aurait pas compris la vérité derrière cet héritage. Le lendemain matin, Maya se leva avant le lever du soleil et prépara la route vers Santa Fe. Elle habilla Sophie, prépara des encas, essaya d'afficher une sérénité qu'elle ne ressentait pas. Le trajet de 2 heures lui sembla interminable, chaque mille étiré par ses pensées tourbillonnantes. Dans le siège arrière, Sophie riait, pointant du doigt les chevaux et les vaches, inconsciente de la tempête qui dévorait sa mère de l'intérieur. Le bureau de Leonard Hoffman se trouvait dans un immeuble moderne du centre-ville, tout en verre et en acier, contraste violent avec la pierre millénaire de la grotte. Maya serra la main de sa fille tandis que l'ascenseur montait jusqu'au 5e étage, son cœur battant si fort qu'elle en avait presque la nausée. La réceptionniste les accueillit chaleureusement avant de les conduire dans une salle de conférence où Hoffman les attendait. Il était exactement comme elle l'avait imaginé, la cinquantaine avancée, les cheveux grisonnants, le costume parfaitement ajusté, l'assurance d'un homme habitué aux héritages compliqués. Il se leva pour les saluer. « Mademoiselle Rivera, merci d'être venue. Et voici Sophie, je suppose ?» Sophie hocha timidement la tête. « Installez-vous. Puis-je vous offrir quelque chose? Café? Oh. De l'eau, ce serait parfait, répondit Maya, la gorge sèche. Ils s'assirent autour d'une table luisante. Hoffman ouvrit son attaché-caisse et en sortit une enveloppe scellée, jaunie par le temps, son nom inscrit dessus d'une écriture appliquée. « Votre oncle m'a confié ceci il y a 17 ans, dit-il. Ses instructions étaient claires, vous remettre personnellement cette lettre après sa mort, et uniquement après sa mort. Je l'ai conservée en fiducie depuis tout ce temps. » Maya sentit une étrange vibration traverser son corps. 17 ans. Elle n'était qu'une adolescente à l'époque. Son père vivait encore, mais déjà affaibli. « Vous l'avez connu ?» demanda-t-elle. « Mon oncle ?» Hoffman acquiesça lentement. « Nous nous sommes rencontrés 2 fois. Une première fois lorsqu'il a organisé ce dispositif, et une seconde il y a 5 ans, lorsqu'il a mis à jour son testament. C'était quelqu'un de très intense. Très secret. Il ne payait qu'en liquide. Et il a insisté, si quelque chose lui arrivait, quoi que ce soit, tout devait aller à vous, sans la moindre question. A-t-il expliqué pourquoi? Murmura Maya. Non, dit Hoffman. Jamais. Et tandis qu'elle fixait l'enveloppe vieillie entre ses doigts tremblants, Maya comprit que tout ce qu'elle croyait savoir sur son oncle, sur leur famille, sur son propre passé n'était qu'un mince voile avant une vérité bien plus profonde et bien plus dangereuse. Maya sentit ses mains trembler alors qu'elle tendait le bras vers l'enveloppe. Elle ne savait pas si c'était la peur, l'appréhension ou une forme de chagrin qu'elle n'avait jamais pris le temps de reconnaître. Sophie, curieuse comme toujours, se blottit contre sa hanche pour mieux voir, et Maya passa instinctivement un bras autour de sa fille avant de se tourner vers Hoffman. « Pourriez-vous la surveiller un instant ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais tendue. « Le temps que je lise cette lettre ?»« Bien sûr, » répondit-il en inclinant la tête. Maya se leva, l'enveloppe serrée contre sa poitrine comme un fragment de passé encore chaud, et s'avança vers la grande fenêtre qui dominait le centre-ville de Santa Fe. Les lumières de la ville formaient une constellation mouvante, un contraste violent avec l'ombre qui venait de s'ouvrir dans sa vie. Elle brisa le seau,
inspira profondément et déplia plusieurs feuilles couvertes de l'écriture serrée et nerveuse de son oncle Daniel. Elle commença à lire. Chère Maya. Si tu lis cette lettre, alors je suis mort et tu as hérité de la maison troglodyte. Je suis désolé. Désolé de t'imposer cela, mais tu es la seule famille qu'il me reste. La seule en qui j'ai suffisamment confiance pour porter ce que je n'ai pas pu affronter seul. Ton père, mon frère Marcus, était un homme bon bien meilleur que moi. Quand nous étions jeunes, nous étions inséparables. Puis j'ai pris des décisions qui nous ont brisés. Je me suis impliqué dans des choses que je n'aurais jamais dû toucher. J'ai vu l'inimaginable, des choses que personne ne devrait voir. Quand j'ai tenté de faire ce qui était juste, je suis devenu une cible. Le trésor que tu as trouvé dans la chambre scellée, oui, je sais que tu l'as découvert. Tu as toujours été curieuse. Même si je ne t'ai observé que de loin, je n'en ai jamais douté. Ce trésor est volé. Pas par moi, mais par des hommes de pouvoir, des hommes qui ont profité de leur position pour s'enrichir pendant que d'autres mouraient. J'ai travaillé à Los Alamos de 1989 à 1996. Durant ces années, j'ai découvert un programme clandestin qui détournait de l'or issu de réserves gouvernementales ultra sécurisées pour le vendre au marché noir. Cet argent servait à financer des opérations non approuvées par le Congrès, des opérations qui ont fait tomber des gouvernements, détruit des familles, tué d'innombrables innocents. J'ai tenté de dénoncer cela. J'ai parlé à mes supérieurs, à l'inspection interne, à l'inspecteur général. Rien. Le programme continuait. Les morts s'accumulaient. Alors j'ai fait quelque chose de désespéré, peut-être même de stupide. J'ai volé les preuves, et une partie de l'or. Pas tout. Juste ce que je pouvais emporter sans être repéré. 4000 lingots. L'équivalent de 265 millions de dollars aujourd'hui. Cela fait 28 ans que je les cache, que je me cache, attendant le bon moment pour révéler la vérité. Ce moment n'est jamais venu. Les hommes derrière tout cela sont toujours là. Puissants. Intouchables. Dangereux. Et moi, je suis un homme fatigué, terrifié, usé. Je n'ai plus le temps. Alors je te confie tout. L'or. Les documents. Les preuves. Ce que tu feras de tout cela ne dépend que de toi. Tu peux dénoncer ces crimes et espérer que les autorités feront ce qui est juste, mais certaines d'entre elles sont les mêmes qui ont orchestré le vol. Tu peux garder cet or et bâtir la vie que tu mérites, toi et Sophie. Ou tu peux faire ce que je n'ai pas eu le courage de faire, exposer la vérité et forcer ces hommes à rendre des comptes. Quelle que soit ta décision, sache que je suis fier de toi. Je t'ai observé de loin toutes ces années. J'ai vu tes luttes. Tes chutes. Tes victoires arrachées à la douleur. Je t'ai vu devenir une mère prête à tout pour son enfant. C'est pour cela que je t'ai choisi. Pas parce que tu es parfaite, mais parce que tu es forte. Et ce monde a désespérément besoin de personnes fortes prêtes à défendre ce qui est juste. Je t'aime, Maya. Je t'ai toujours aimé. Je suis seulement désolé de n'avoir jamais eu le courage de te le dire en face. Ton oncle. Daniel. Maya resta longtemps immobile après avoir terminé, le regard perdu dans la ville qui s'étendait devant elle. Les mots de son oncle semblaient résonner dans chaque battement de son cœur. Finalement, elle repliant soigneusement les feuilles comme si elles étaient sacrées, un testament vivant, et retourna vers la table où Sophie dessinait des animaux sur un bloc-notes offert par Hoffman. Le juriste la regarda attentivement. « Ça va ?» demanda-t-il d'une voix plus douce que ce à quoi elle s'attendait. Maya essuya ses yeux, encore humides. « Il m'a laissé bien plus qu'une maison. »« Je m'en doutais, » répondit Hoffman. « Que comptez-vous faire ?» Elle secoua la tête, incapable d'articuler une réponse. Il reprit, pensif. « Si ce qu'il vous a laissé est à la fois précieux et dangereux, vous n'avez que 3 options. Le déclarer, en espérant que les autorités soient honnêtes. Le garder et passer votre vie à vous retourner. Ou l'utiliser pour faire le bien et révéler la vérité tout en vous protégeant. Et comment faire cela? Très prudemment et avec de l'aide. » Maya regarda Sophie. Sa petite fille, si innocente, si confiante. Elle pensa alors, aux documents, au poids écrasant de ce qu'on venait de déposer entre ses mains. Elle pensa surtout à la phrase laissée par Daniel. Ce monde a besoin de personnes fortes prêtes à se battre pour ce qui est juste. Toute sa vie,
Maya s'était sentie fragile, ballottée par les circonstances. Mais peut-être qu'elle s'était trompée. Peut-être que survivre, persister, protéger sa fille avec acharnement était déjà une forme de courage. « J'ai besoin de temps », murmura-t-elle enfin. « Prenez-le », répondit Hoffman. « Mais soyez prudente. Si votre oncle se cachait, et si ces gens apprennent que vous avez hérité de sa propriété, ils viendront. Assurez-vous d'être prête. » Le trajet de retour jusqu'à la maison troglodyte eut une saveur différente. Le désert n'avait plus la même sérénité, l'horizon semblait plus lourd, plus menaçant. Maya observait sans cesse son rétroviseur, attentive au moindre véhicule qui resterait trop longtemps derrière elle. Lorsqu'elle monta enfin les marches de pierre menant à l'entrée, elle ressentit un étrange mélange de soulagement et de malaise. Ce lieu était tout à la fois un refuge et une cage. C'est seulement après avoir couché Sophie, endormie paisiblement dans sa nouvelle chambre, que Maya retourna dans la pièce scellée. Les lingots étincelaient faiblement dans la lumière douce émise par sa lampe. Ils représentaient des vies perdues, des crimes d'État, des décisions cyniques prises par des hommes qui ne pousseraient jamais un caddie dans un supermarché ni ne craindraient de ne pas payer un loyer. Elle pensa à Daniel, seul dans cette grotte pendant presque 3 décennies, vivant avec le poids de ce secret jusqu'à ce qu'il le consume entièrement. Elle pensa à ces hauts responsables qui avaient pillé leur propre pays et jamais répondu de leurs actes. Puis elle pensa à Sophie. À l'avenir qu'elle voulait pour elle. À la promesse qu'elle s'était faite, ne jamais la laisser vivre ce qu'elle avait vécu. Elle n'avait pas encore trouvé la solution, mais elle savait maintenant qu'elle devait en trouver une vite. Car Daniel avait raison, ces hommes n'avaient jamais disparu. Ils étaient toujours là. Et tôt ou tard, ils viendraient récupérer ce qu'ils considéraient comme leur bien. La seule question était de savoir si Maya serait prête. Les 3 jours suivants furent épuisants. Tandis que Sophie lisait tranquillement dans le salon ou jouait avec ses jouets, Maya restait enfermée dans la chambre secrète, penchée sur des documents dont l'importance lui donnait parfois le vertige. Elle photographiait chaque page, prenait des notes, relisait encore et encore. Les preuves étaient accablantes, d'une méticulosité glaçante. Des registres d'expéditions datant de 1992 montrant des transferts d'or entre Fort Knox et Los Alamos sous de faux prétextes. Des mémos internes parlant de « liquidation d'actifs » et de « financement non officiel ». Des photos de réunions impliquant des responsables gouvernementaux, des mercenaires et des trafiquants d'armes. Des numéros de comptes bancaires offshore, des montants colossaux, des dates précises, des signatures indéniables. Le projet portait un nom, Project Goldream. Il avait fonctionné pendant 7 ans, siphonnant près de 800 millions de dollars en or vers des réseaux clandestins. Daniel n'en avait intercepté qu'une fraction et les 4000 lingots qui reposaient maintenant dans la chambre scellée. Même cette fraction suffisait à faire tomber des carrières, à provoquer des scandales, à envoyer des hommes influents derrière les barreaux pour le reste de leur vie si, bien sûr, quelqu'un acceptait de croire une serveuse sans argent, vivant avec sa fille dans une maison troglodyte héritée d'un oncle considéré par beaucoup comme un excentrique paranoïaque. Absorbée dans sa lecture, Maya mit un moment avant d'entendre le léger grondement qui montait du désert. Un son lointain, presque imperceptible, mais assez distinct pour lui glacer le sang. Un moteur. Et il se rapprochait. Maya se figea, le cœur soudain affolé, comme si une main invisible l'avait saisie à la gorge. Elles étaient à près de 24 kilomètres de la route la plus proche, à presque 50 de la moindre ville. Personne ne venait jamais dans ce désert escarpé. Personne ne savait qu'elle se trouvait ici. Ce simple constat fit naître en elle une terreur qui n'avait rien d'abstrait, elle était viscérale, brutale, animale. D'une impulsion, elle rejoignit la pièce principale et alluma les écrans du système de sécurité que son oncle avait installé partout dans la maison troglodyte. Sur le moniteur, un nuage de poussière s'élevait derrière un SUV noir avançant lentement sur le chemin de terre, comme un prédateur approchant sa proie avec une fausse patience. Jamais un véhicule n'aurait dû se trouver à cet endroit. Jamais. Sophie, dit-elle d'une voix qu'elle força à rester calme, mon ange, va dans ta chambre tout de suite et n'en sors pas tant que je ne te le dis pas. D'accord ? La fillette leva les yeux de son livre, ses grands yeux sombres déjà emplis d'une inquiétude qu'elle ne pouvait pas comprendre mais qu'elle ressentait malgré tout. Maman, il y a quelque chose de grave ? Fais ce que je te dis, s'il te plaît. Maintenant. Sophie acquiesça et courut dans sa chambre, ses petits pas résonnant comme des coups de marteau dans la poitrine de Maya. Dès que la porte de la chambre se referma, Maya retourna vers les écrans.
Le SUV s'était arrêté non loin du pied de la falaise, à environ 200 mètres de l'entrée dissimulée. Deux hommes en sortirent, tous deux vêtus de noir, casquettes sombres, lunettes de soleil malgré le ciel couvert. L'un d'eux sortit des jumelles et inspecta minutieusement la paroi rocheuse. Il cherchait l'entrée. Il savait exactement où regarder. Son oncle. Ses secrets. Ce qu'il avait caché ici. Maya sentit une vague glacée lui remonter le long de la colonne vertébrale. Elle courut jusqu'à la porte principale, vérifia les énormes verrous en acier, puis fit le tour de la maison pour sécuriser chaque fenêtre et chaque accès, ses mains tremblant si fort qu'elle avait du mal à les manier. Quand elle attrapa son téléphone, l'écran indiquait « Aucun service ». Comme toujours, la roche dense et l'isolement absolu rendaient toute communication impossible. Elle se retrouvait enfermée dans une prison aussi parfaite qu'un bunker, avec sa fille et un secret pour lequel des hommes étaient désormais prêts à tuer. Sur les écrans, les intrus gravissaient les marches de pierre taillées dans la falaise. Ils avançaient avec assurance, comme s'ils l'avaient déjà fait 100 fois. Quand ils atteignirent la porte, l'un d'eux frappa 3 coups secs. Le son résonna dans toute la maison, comme un glas frappant au cœur même de la montagne. Mademoiselle Rivera, appela une voix masculine, amplifiée par un porte-voix. « Nous savons que vous êtes là. Nous voulons simplement vous parler. » Maya ne répondit pas. Elle resta parfaitement immobile, le regard fixé sur le moniteur où l'homme continuait. « Votre oncle possédait quelque chose qui appartient à nos employeurs. Nous sommes ici pour le récupérer. Cela peut se dérouler de manière simple. Ouvrez la porte et nous discuterons des modalités. » Des modalités. Comme si elle allait négocier un contrat et non sa survie. Comme si ces hommes n'avaient pas déjà du sang sur les mains. Elle jeta un regard vers la chambre de Sophie. Elle ne pouvait pas se permettre de paniquer. Pas maintenant. Mais l'homme qui se tenait près de la porte examinait la structure avec un professionnalisme inquiétant. Il effleura du bout des doigts l'encadrement, sentit les lourds verrous, puis sortit une sorte de petit appareil noir qu'il plaça directement sur la serrure. Dernière chance, mademoiselle Rivera. Ouvrez la porte ou nous l'ouvrirons à votre place. La peur se transforma en instinct pur. Elle se précipita jusqu'au débarras, attrapa un levier de fer et revint dans la pièce principale, se positionnant derrière la table massive en bois. Ses mains tremblaient tant qu'elle faillit laisser tomber l'outil. Mais elle le serra de toutes ses forces, les mâchoires crispées, le souffle court. Sur l'écran, la petite machine accrochée à la porte se mit à luire d'un rouge menaçant. Il découpait le verrou. Ils entraient. C'est alors qu'elle se souvint, le système de sécurité. Son oncle n'avait jamais fait les choses à moitié. Elle lâcha presque le levier et courut vers le panneau de contrôle. Elle parcourut frénétiquement les différentes options, ses doigts allant trop vite, sa respiration saccadée. Alarme. Caméra. Enregistrement. Et puis une option qu'elle n'avait jamais vue, mode panique. Sans réfléchir, elle appuya. Le grondement des sirènes déchira le silence, non pas à l'intérieur, mais dehors, sur la falaise, projetant un hurlement métallique à travers tout le désert. Presque aussitôt, d'immenses projecteurs dissimulés dans la roche s'allumèrent, transformant la zone en un jour artificiel aveuglant. Sur les écrans, les hommes reculèrent brusquement, surpris, couvrant leurs yeux, criant des ordres que Maya ne parvenait pas à discerner. L'un d'eux saisit son téléphone, demanda manifestement de nouvelles instructions. Quelques secondes plus tard, ils battirent en retraite, redescendant les marches dans une course précipitée avant de remonter dans le SUV et de repartir dans un nuage de poussière. Maya resta là, immobile, tremblante jusqu'aux os. Il reviendrait. Elle le savait. Et la prochaine fois, il serait préparé. Sophie sortit en pleurs de sa chambre et se jeta dans ses bras. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Maya la serra contre elle, son cœur brisé à l'idée d'infliger cette peur à son enfant. « Ça va aller, mon cœur. Mais on doit partir. Tout de suite. » Elle réunit leurs affaires avec une rapidité fiévreuse. Elle ne pouvait pas emporter l'or, trop lourd, trop visible. Mais les documents, oui. Ceux qui prouvaient ce que son oncle avait découvert, ceux qu'il avait tenté de dénoncer, ceux qu'il avait fui. Elle fourra les dossiers les plus importants dans son sac à dos. Elle veilla à ce que Sophie ait son lapin en peluche, une veste, un pantalon chaud, quelques affaires essentielles. Puis elles sortirent dans la lumière blafarde du désert. Le silence semblait artificiel, presque menaçant,
comme si le monde retenait son souffle. Les projecteurs s'étaient éteints, les sirènes aussi, mais Maya avait encore l'impression que le son vibrait dans sa tête. Elle chargeait le dernier sac dans la vieille Camry quand un bruit déchira la tranquillité. Des moteurs. Plusieurs. 3 véhicules au moins, venant de directions opposées. Le hurlement des pneus contre la poussière indiquait qu'ils roulaient vite, trop vite. Le premier SUV n'avait été qu'un éclaireur. Un test. Et maintenant, le piège se refermait. Maya se tourna vers les traînées de poussière à l'horizon, 3 panaches se rapprochant rapidement, puis regarda sa voiture trop lente, trop vulnérable. Enfin, le visage terrorisé de sa fille. Elle comprit immédiatement, elle n'aurait jamais le temps d'échapper au blocus. À l'intérieur, ordonna-t-elle en attrapant la main de Sophie. Maintenant. Elles coururent jusqu'à la maison troglodyte. Maya claqua la porte et referma les énormes verrous. Elle conduisit Sophie jusqu'à sa chambre et la fit se cacher dans le placard, entre les couvertures et les sacs de vêtements, puis retourna au panneau de contrôle. Sur les écrans, les 3 véhicules se garaient en éventail, encerclant l'entrée. 8 hommes au moins, peut-être 10. Elle ne pouvait pas négocier. Pas se battre. Pas fuir. Alors elle pria intérieurement pour que son oncle ait prévu l'impensable. Elle scruta le système de sécurité plus en profondeur. Menu caché. Protocole d'urgence. Puis une section qu'elle n'avait jamais explorée, mesures défensives. Une carte de la maison apparut, avec plusieurs points rouges annotés. Extérieur brèche. Point d'entrée. Salle principale. Couloir. Chaque point était accompagné d'un bouton « Activer ». Elle n'avait aucune idée de ce que ces déclencheurs allaient provoquer. Mais elle n'avait plus le choix. Dehors, des portes claquèrent, des voix s'élevèrent. Ils donnaient des ordres, se répartissaient autour de l'entrée. L'atmosphère avait changé, il n'était plus dans la menace voilée, mais dans l'opération militaire. Maya appuya sur le premier bouton « Extérieur brèche ». Au début, rien. Puis un grondement profond s'éleva, comme si les entrailles de la montagne se réveillaient. Sur l'écran, elle vit la roche au-dessus de l'entrée se fissurer, puis se détacher. Des blocs colossaux se désolidarisèrent de la falaise et s'écrasèrent sur la plateforme de pierre en contrebas. Les hommes hurlèrent, se dispersèrent en courant, cherchant à échapper à la pluie de rocs. L'un d'eux n'eut pas le temps. Maya détourna le regard, la nausée au ventre. Mon Dieu! Mais les autres continuaient d'avancer, plus déterminés encore, profitant des replis rocheux pour se mettre à couvert. L'un d'eux mit l'épaule en arrière et sortit un long tube qu'elle reconnut immédiatement, un lance-roquettes. Ils allaient faire sauter la porte. Elle appuya sur le bouton point d'entrée. Aussitôt, la lourde porte en bois se transforma, d'épaisses plaques d'acier jaillirent des parois comme des volets mécaniques, se refermant sur la porte et scellant l'entrée dans une sorte de coffre-fort hermétique. L'explosion résonna quelques secondes plus tard, si violente que toute la maison trembla. De la poussière tomba du plafond. Sophie hurla depuis le placard. Maya se précipita pour la rejoindre, la prit dans ses bras en la serrant très fort. Ça va aller, mon amour. La porte est solide. Elle tiendra, je te le promets. Mais elle n'en avait aucune certitude. Une deuxième explosion, puis une troisième, ébranlèrent la structure. Chacune paraissait moins puissante, comme s'ils improvisaient, changeant de méthode, de stratégie. À travers les murs épais, Maya entendit des cris étouffés, des ordres brefs. Ils se regroupaient. Ils préparaient autre chose. Et Maya comprit, avec la lucidité froide de ceux qui n'ont plus peur de mourir, que cette nuit-là, dans les entrailles de la montagne, tout allait se jouer. Pour elle. Pour sa fille. Pour le secret qui avait déjà coûté tant de vies. Et elle n'avait pas l'intention de laisser ces hommes gagner. Maya retourna vers les écrans de surveillance, le cœur battant à s'en rompre, et vit les hommes inspectant méthodiquement la paroi rocheuse, cherchant d'éventuelles entrées secondaires. L'un d'eux parlait au téléphone, sûrement pour demander du renfort, de l'équipement spécialisé, peut-être même une équipe capable de forcer un passage. Une pensée glaçante traversa Maya, ils étaient piégés. Même si la maison troglodyte résistait, ils ne pourraient pas y rester indéfiniment. La seule sortie était désormais occupée par des hommes qui les voulaient morts. Elle pensa au passage caché, à la chambre secrète où elle avait trouvé les documents de son oncle. Existait-il d'autres tunnels,
d'autres issues dont elle ignorait encore l'existence? Guidée par une peur froide et lucide, elle courut jusqu'au bureau de son oncle et ouvrit frénétiquement les tiroirs, répandant papiers et notes sur le sol. Elle retrouva les plans déjà aperçus, mais cette fois, elle les étudia avec la concentration désespérée de quelqu'un qui joue sa vie. Et là, presque invisible, tracée en crayon pâle au bord du schéma principal, une ligne menait de l'arrière du réseau de grottes jusqu'à un point hors de la falaise. Un passage d'urgence. Cela ne pouvait être que ça. Elle attrapa la lampe torche et se précipita vers le mur du fond, la partie la plus profonde de la maison. Elle appuya ses mains contre la roche, cherchant un interstice, un relief, un indice laissé par son oncle. Rien. Alors elle se déplaça centimètre par centimètre, les doigts explorant chaque aspérité comme si sa survie en dépendait. Et soudain, elle le vit, non pas une porte, mais un symbole gravé dans la pierre. Tout en bas, à hauteur du sol, une petite flèche pointait vers le bas. Maya s'agenouilla aussitôt et examina la dalle à cet endroit. La pierre était différente, plus lisse, presque polie. Elle appuya de tout son poids. Elle sentit une résistance, puis un mouvement. En forçant davantage, une section de sol de près d'1 mètre bascula vers le bas, révélant un puits étroit plongeant dans l'obscurité. Un échelle de corde y était fixée, disparaissant dans le noir absolu. « Sophie !» appela-t-elle d'une voix qu'elle s'efforça de rendre calme. « Viens ici, ma chérie. » L'enfant sortit de sa chambre, pâle, les yeux agrandis par la peur. Maya lui montra l'ouverture béante. « On va descendre là-dedans. Ce sera sombre, sûrement effrayant, mais j'ai besoin que tu sois courageuse. Tu peux le faire ?» Sophie serra son lapin en peluche contre elle et hocha la tête. « Je passerai devant, » dit Maya. « Reste juste derrière moi et tiens bien l'échelle. » Elle prit le sac contenant les documents, le passa sur son dos, puis s'engagea dans le puits. L'échelle était ancienne, mais solide. Elle descendit lentement, testant chaque barreau. Au-dessus d'elle, Sophie suivait, tremblante, mais déterminée. Le puits semblait sans fin, étroit, oppressant, comme si la terre elle-même se refermait sur elle. Maya comptait les barreaux pour ne pas perdre le fil, 20, 30, 40 elle devait être descendue à près de 30 mètres sous la maison. Enfin, ses pieds touchèrent le sol. Un sol naturel, irrégulier. Elle aida Sophie à descendre, puis éclaira autour d'elle. Elle se trouvait dans une caverne brute, inachevée, avec un couloir qui s'enfonçait dans l'obscurité. L'air y était humide et froid, rythmé par le son lointain d'une goutte d'eau qui tombait quelque part. « Reste près de moi », murmura Maya en prenant la main de sa fille. Elles avancèrent dans le passage, éclairées seulement par la lumière vacillante de la lampe. Le couloir se resserrait parfois si fort qu'elles devaient passer de profil, puis s'élargissait soudain en vaste cavité où leur respiration résonnait comme dans une cathédrale. Maya n'avait aucune idée précise de l'endroit où elles allaient. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elles s'éloignaient des tueurs. Après un temps qui sembla interminable, mais ne dura probablement qu'une vingtaine de minutes, Maya aperçut une lueur faible devant elle, une lumière naturelle. Le passage remontait. Elles grimpèrent jusqu'à une ouverture dissimulée derrière des buissons épais, parfaitement invisibles depuis l'extérieur. Elles émergèrent de l'autre côté de la falaise, presque 1 kilomètre plus loin. Maya aida Sophie à sortir, puis s'extirpa à son tour, respirant l'air libre avec un soulagement si intense qu'elle en eut les larmes aux yeux. Elle se trouvait sur une colline rocheuse dominant un canyon totalement différent. Au loin, les SUV noirs étaient encore regroupés près de l'entrée de la maison troglodyte, minuscules et impuissants à cette distance. Elles étaient sorties mais elles n'avaient rien d'autre que les vêtements qu'elles portaient et les documents dans le sac. Pas d'eau, pas de nourriture, pas de véhicule. Le désert s'étendait autour d'elles, immense et impitoyable. « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, maman ?» demanda Sophie d'une voix tremblante. Maya regarda sa fille, puis l'horizon. Elle pensa à leur cacher dans la chambre scellée, à ces centaines de millions qui auraient pu changer leur vie, mais qui n'étaient qu'un piège brillant. Elle pensa aux documents, aux crimes étouffés, aux hommes prêts à tuer pour protéger leurs secrets. Et surtout, elle pensa à ce que son oncle avait voulu, la vérité. Elle avait passé toute sa vie à fuir, la pauvreté, les mauvaises décisions, les échecs, la violence du monde. Et voilà que, pour la première fois, elle sentit qu'elle pouvait choisir autre chose. Ne plus courir. Se lever. Affronter. « On va chercher de l'aide », répondit Maya, la voix ferme.
quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Quelqu'un qui écoutera. Et on révélera tout. L'or. Les documents. Les hommes qui veulent nous faire taire. On rendra ça public, tellement public qu'ils ne pourront plus l'enterrer. On va s'en sortir? Maya s'agenouilla pour être à hauteur de sa fille. Oui, ma chérie. Parce que les gens mauvais ne gagnent que si les gens bons abandonnent. Et moi je n'abandonne plus. Elles se mirent en marche, longeant le bord du canyon, en direction de la route principale que Maya espérait atteindre avant la nuit. Le soleil déclinait, couvrant le désert de teintes oranges et violettes. Puis un grondement sourd retentit derrière elle. Une explosion. Les hommes venaient probablement de faire sauter la porte de la maison, de découvrir qu'elle était vide. Qu'ils gardent l'or, pensa Maya. J'ai mieux. J'ai la vérité. 3 heures plus tard, elles atteignirent l'autoroute. Un camion s'arrêta. La conductrice, une femme aux yeux doux, ne posa pas de questions lorsque Maya expliqua vaguement qu'elles avaient eu une panne. Elle les conduisit jusqu'à un commissariat de Santa Fe. Maya entra, tenant Sophie par la main, le sac sur son épaule. « Je dois parler à la personne qui s'occupe des crimes fédéraux », dit-elle au policier à l'accueil. « J'ai des preuves de corruption gouvernementale, de vol massif, et de tentative de meurtre. Et j'ai besoin de protection. » L'agent sembla sceptique jusqu'à ce que Maya sorte un document, un mémo du département de l'énergie décrivant des transferts d'or qui n'apparaissaient dans aucun registre officiel. Son visage changea instantanément. « Ne bougez pas », dit-il en attrapant le téléphone. En 30 minutes, des agents du FBI arrivèrent. En 1 heure, Maya et Sophie furent installées dans une maison sécurisée. En 24 heures, l'affaire éclatait au niveau national. Vol d'or à grande échelle. Opération clandestine. Année de mensonges. Le nom de son oncle fut réhabilité, reconnu comme un lanceur d'alerte qui avait sacrifié tout ce qu'il avait pour révéler la vérité. Les hommes qui avaient voulu tuer Maya furent arrêtés. Mais elle savait que ce n'était que le début. Ces hommes avaient des appuis, des comptes offshore, des armées d'avocats capables de retarder la justice pendant des années. L'or était maintenant une pièce à conviction. Le vrai combat devant elle serait de maintenir la vérité au grand jour, de refuser que l'affaire soit enterrée encore une fois. 2 semaines plus tard, Maya se trouvait dans une chambre d'hôtel à Washington D.C., prête à témoigner devant le Congrès. Sophie dormait à côté, sous la garde de marshals fédéraux. L'avocat spécialisé dans la défense des lanceurs d'alerte avait été clair, son témoignage, combiné aux documents, pouvait faire tomber des personnalités extrêmement puissantes. Mais ce ne serait pas facile. Les attaques seraient brutales. Il s'attaquerait à son passé, à sa crédibilité, à sa dignité. Maya se regarda dans le miroir et ne reconnut presque pas la femme qui lui faisait face. Ce n'était plus la serveuse épuisée qui dormait dans sa voiture. Ce n'était plus la mère terrifiée qui se cachait dans une grotte. C'était une femme debout, une femme qui avait trouvé la force là où elle croyait n'avoir que de la peur. Son oncle avait eu raison. Elle était assez forte. Cette nuit-là, alors que Sophie s'endormait paisiblement pour la première fois depuis des semaines, Maya lui caressa les cheveux en silence. Elles avaient perdu la maison troglodyte temporairement au moins, le temps que le FBI l'examine. Elles avaient perdu l'or qui appartenait de toute façon au peuple. Mais elles avaient gagné quelque chose d'infiniment plus précieux, leur voix. Leur pouvoir. Leur avenir. Merci, oncle Daniel, murmura Maya dans l'obscurité. Merci d'avoir cru en moi. Au-delà de la fenêtre, les lumières du Capitole brillaient comme des sentinelles dans la nuit. Le lendemain, elle entrerait dans ce bâtiment pour dire la vérité. Et quoi qu'il arrive, peu importe la puissance de ceux qui tenteraient encore de la réduire au silence, elle ne reculerait pas. Certaines choses méritaient qu'on se batte pour elles. La vérité. La justice. Et surtout, la petite fille endormie à ses côtés. La femme qui avait hérité d'une maison troglodyte pour 75 était devenue bien plus que cela, une combattante, une lanceuse d'alerte, une voix pour tous ceux que l'on avait forcés au silence. Et son histoire ne faisait que commencer. Le mot maison resta suspendu dans la gorge de Maya comme une vérité trop douloureuse pour être prononcée. Elle n'avait plus de foyer. Plus vraiment. La maison grotte était devenue un champ d'enquête, envahi d'agents fédéraux en combinaison marquée, évidence, photographiant chaque fissure dans la pierre, répertoriant méthodiquement chaque lingot d'or,
analysant chacun des documents que son oncle avait laissés derrière lui. Ce qui avait été un sanctuaire caché dans la roche était désormais un hôtel brutalement exposé à la lumière froide de l'État. Les agents du FBI leur avaient proposé le programme de protection des témoins, nouveau nom, nouvelle ville, nouvelle vie. Une disparition totale, propre, définitive. Mais Maya avait refusé. Disparaître, c'était laisser gagner les hommes tapis derrière le projet Goldstream. Disparaître, c'était accepter qu'avec suffisamment d'argent et de menaces, la vérité pouvait être enterrée à jamais. Elle ne s'y résignerait pas. Bientôt, murmura Mia, comme une promesse fragile. On va trouver une solution, bientôt. Le trajet jusqu'au Capitole ressemblait à un rêve flottant hors de son propre corps. Leur véhicule était encadré de marshals fédéraux, et Maya observait les monuments défiler par la vitre, des sculptures colossales, des colonnes blanches, des symboles de démocratie qui lui avaient toujours semblé éloignés, réservés à d'autres. Pas aux mères célibataires qui travaillaient 3 emplois et dormaient dans leur voiture. Et pourtant, aujourd'hui, elle allait entrer dans l'un des bâtiments les plus puissants d'Amérique pour exiger des comptes. La salle d'audience était plus petite qu'elle l'avait imaginé, après des années à regarder les auditions au Sénat à la télévision. Plus petite, mais plus intimidante. Des rangées entières de journalistes, d'avocats, de spectateurs, tous les regards déjà tournés vers elle. Au fond, une longue table surélevée. Les sénateurs. Impassibles. Observateurs. Prédateurs peut-être. On l'installa sur une chaise solitaire face à eux. Un micro devant elle. Un verre d'eau. Ses mains tremblaient tandis qu'elle s'asseyait. La sénatrice Margaret Whitfield, une femme d'une 60aine d'années connue pour son intransigeance contre la corruption, se pencha vers le micro. Madame Rivera, merci d'être venue aujourd'hui. Nous savons que cela n'a pas été facile pour vous. Non, madame. Ça ne l'a pas été. Avant de commencer, je veux vous assurer que vous êtes sous protection fédérale. Les hommes qui vous ont menacé ont été arrêtés. Vous êtes en sécurité ici. Maya hocha la tête. Mais sécurité restait un mot relatif. Les hommes arrêtés n'étaient que les exécutants. Les véritables architectes du projet Goldstream, ceux qui avaient couvert le vol de 800 millions de dollars en lingots sur 7 ans, étaient toujours dans l'ombre. Certains d'entre eux regardaient certainement l'audience en direct, déjà en train de calculer leur prochain coup. Pouvez-vous nous expliquer, avec vos propres mots, comment vous avez découvert les documents et les éléments liés au projet Goldstream? Demanda la sénatrice Whitfield. Maya inspira profondément. Puis elle parla. Elle raconta l'héritage inattendu. L'oncle mystérieux. La maison grotte cachée dans les collines. Les chambres secrètes. Elle décrivit les 4000 lingots, 265 millions de dollars empilés comme un trésor mythique dans une légende antique. Elle parla des dossiers classés, des preuves accumulées pendant presque 30 ans. La preuve d'un vol systématique, orchestré avec précision, impliquant des fonctionnaires, des contractants, des hommes qui avaient juré de servir leur pays. Des assistants distribuèrent les copies aux sénateurs et Maya observa leur visage se transformer, d'abord la surprise, puis l'indignation, et enfin quelque chose de plus tranchant. Une détermination froide. Un sénateur plus jeune, du Colorado, l'interrompit. Madame Rivera, ces documents indiquent que les vols ont cessé en 1996. Presque 30 ans se sont écoulés. Pourquoi les Américains devraient-ils se soucier de crimes aussi anciens? Elle planta son regard dans le sien. Parce que les gens qui ont commis ces crimes sont encore au pouvoir. Ils prennent encore des décisions. On leur fait encore confiance. Et parce que mon oncle est mort pour protéger ses preuves. Il croyait que la vérité importe, même quand elle vieillit. Il croyait que les Américains méritent de savoir que leur gouvernement les a volés. Et moi aussi, je le crois. L'interrogatoire dura 2 heures. Certains sénateurs la soutenaient. D'autres cherchaient à la déstabiliser. On mit en doute la santé mentale de son oncle, insinuant qu'il avait pu être paranoïaque. On questionna l'authenticité des documents, bien que l'analyse du FBI les ait déjà authentifiés. On fouilla dans sa vie, son passé, ses finances, comme si une femme pauvre n'avait pas le droit d'être honnête. Maya répondit à chaque question avec une dignité calme, sans jamais s'emporter, sans jamais reculer. Puis vint la question cruciale. Madame Rivera, le trésor que vous avez découvert appartient légalement au gouvernement des États-Unis. Il sera restitué au trésor.
Mais votre oncle vous a également légué la maison grotte et son contenu. Certains pensent que vous ne devriez rien recevoir du tout, que toute compensation ferait de vous une complice. Qu'avez-vous à répondre à cela? Elle avait répété cette réponse pendant des jours. Mais ce fut son cœur qui parla. Je ne veux pas de l'or. Je ne l'ai jamais voulu. Cet or est taché. Il appartient au peuple américain, pas à moi. Mais la maison. Cette maison incroyable que mon oncle a construite. Il me l'a laissée pour une raison. Pas parce que je la méritais, mais parce qu'il croyait que je pourrais terminer ce qu'il avait commencé. Parce qu'il pensait que j'étais assez forte pour dire la vérité, même quand des gens puissants voulaient me réduire au silence. Je veux conserver la maison, non pas comme une récompense, mais comme un rappel. Un rappel que des gens ordinaires peuvent défier la corruption. Que la vérité compte. Que le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est avancer malgré la peur, et choisir quand même ce qui est juste. Un silence tomba sur la salle. La sénatrice Whitfield finit par hocher la tête. Merci, Madame Rivera. Votre témoignage est essentiel. Cette commission va ouvrir une enquête complète sur le projet Goldstream. Vous avez rendu un immense service à votre pays. À peine sortie de la salle, les journalistes se ruèrent vers elle. Les marshals la protégèrent, mais elle entendit quelques questions. Comment vous sentez-vous en tant que lanceuse d'alerte? Craignez-vous des représailles? Que ferez-vous de l'or? Elle ne répondit pas. La tête haute, elle monta dans le véhicule sécurisé. Au retour à l'hôtel, Sophie lui sauta dans les bras. Tu l'as fait, maman? Tu leur as tout dit? Oui, mon amour. Je leur ai tout dit. Cette nuit-là, l'histoire explosa sur toutes les chaînes. Des anciens responsables gouvernementaux nièrent frénétiquement toute implication. Des avocats jurèrent que leurs clients étaient victimes de complots. Mais les documents parlaient d'eux-mêmes. D'autres lanceurs d'alerte sortirent de l'ombre, d'anciens employés de Los Alamos, de fournisseurs d'énergie, d'entreprises sous contrat. En une semaine, 3 anciens hauts fonctionnaires furent arrêtés. En un mois, un grand jury inculpa 17 personnes pour vol de biens fédéraux, fraude et conspiration. Et cela ne faisait que commencer. La bataille juridique autour de la maison grotte fut plus longue. Le gouvernement voulait la saisir comme produit d'une activité criminelle. Les avocats de Maya, travaillant bénévolement, plaidèrent qu'elle était une héritière innocente qui avait aidé à exposer le crime. Le procès dura des semaines. Sophie restait assise auprès d'elle, manquant l'école mais apprenant un autre genre de leçon, celle du courage, de la persévérance et de la valeur de la vérité. Finalement, la juge Patricia Hernandez rendit sa décision. Maya retint son souffle. Le verdict tomba, clair comme le marteau du destin. Maya Rivera avait hérité de la maison en toute bonne foi. Elle avait collaboré pleinement avec les enquêteurs. L'or serait restitué au trésor. La maison et tout le reste lui revenaient. Et l'État lui attribuait 5 millions de dollars en tant que lanceuse d'alerte. Quand elle entendit ces mots, Maya resta figée, incapable de bouger. Son avocate la serra contre elle. Sophie poussa un cri de joie. Les journalistes se ruèrent. 5 millions. La maison grotte. Un foyer. Un avenir. Non pas grâce à leur volée, mais parce qu'elle avait choisi la vérité. Le retour vers le Nouveau-Mexique n'avait rien à voir avec leur fuite précédente. Maya et Sophie chantaient dans la voiture, s'arrêtaient dans des dîners sans consulter les prix, respiraient autrement sans cette peur qui leur dévorait le ventre depuis des mois. Arrivée au chemin de terre menant à la maison grotte, Maya ralentit. La dernière fois qu'elle avait emprunté cette route, elle fuyait pour sauver leur vie. Cette fois, elle revenait chez elle. La maison avait été nettoyée, l'enquête close. Mais les cicatrices demeuraient, des impacts de balles sur la porte, des fissures dans la pierre. Maya posa sa paume contre le bois. « Merci », murmura-t-elle. À son oncle? À la maison? Au destin? Elle ne savait pas. Mais la gratitude la submergeait. Les 6 mois qui suivirent furent une renaissance. Elle utilisa une partie de l'indemnisation pour réparer les dégâts, renforcer la structure, et surtout, offrir à Sophie ce qu'elle avait toujours voulu, un endroit où grandir en sécurité, un foyer qu'aucune tempête ne pourrait leur arracher. La maison grotte, autrefois une cachette pour la vérité, devenait enfin ce qu'elle aurait toujours dû être, un refuge. Un symbole.
Un nouveau départ. Pour rendre la maison sûre et véritablement habitable, Maya prit le temps de réaménager l'ensemble du système de sécurité. Elle ne voulait pas recréer le bunker paranoïaque que son oncle avait entretenu pendant des années, mais établir des mesures raisonnables, quelque chose de protecteur sans être oppressant. Une sécurité qui permettait de vivre, pas seulement de survivre. Elle installa de nouvelles caméras, renforça les accès, fit vérifier les systèmes électriques dissimulés dans la roche. Chaque geste était motivé par la même pensée, Sophie devait grandir dans un endroit où elle pourrait enfin se sentir en paix. Elle inscrivit d'ailleurs sa fille dans une bonne école de Santa Fe. L'aller-retour quotidien d'1 heure ne l'effrayait pas. Au contraire, elle le faisait avec gratitude. Chaque kilomètre parcouru symbolisait la stabilité retrouvée, la normalité qu'elle rêvait d'offrir à sa fille depuis tant d'années. Pour Sophie, elle était prête à tout. Pourtant, malgré ce semblant de tranquillité retrouvée, Maya ne parvenait pas à se contenter de vivre dans cette maison comme si elle n'était qu'un toit protecteur. Elle savait trop bien ce que ces murs représentaient, ce qu'ils avaient enfermé, protégé, caché. Et surtout, ce qu'ils avaient coûté à son oncle. Dans la dernière lettre qu'il avait écrite, Daniel Rivera lui avait laissé une phrase qui la hantait souvent, « Tu peux transformer de l'argent taché de sang en justice ». Elle avait décidé d'honorer cette vision coûte que coûte. Ainsi naquit la Fondation Daniel Rivera pour la vérité et la justice, une organisation dédiée au soutien des lanceurs d'alerte et à l'investigation des cas de corruption institutionnelle. Elle l'alimenta d'abord avec l'argent de son propre règlement judiciaire, puis avec des dons de citoyens inspirés par son histoire, par son courage, par sa détermination farouche à ne pas laisser la peur dicter son avenir. Au début, la fondation n'était qu'elle, une femme seule dans une maison creusée au cœur de la roche, travaillant sur un vieux ordinateur portable, entouré du silence ancien du désert. Mais très vite, tout changea. Elle recruta des enquêteurs, des avocats, des analystes. Ensemble, ils se mirent à traiter des dossiers dont personne ne voulait, à offrir une voix à ceux que l'on menaçait, que l'on intimait de se taire. 2 ans plus tard, la Fondation avait déjà contribué à révéler des scandales dans 3 gouvernements d'État, exposé des fraudes massives dans des contrats militaires, et soutenu 14 lanceurs d'alerte dans leur démarche. En un silence discret mais puissant, Maya était devenue une voix incontournable pour les sans-voix. La maison elle-même devint un symbole. Un lieu de vérité enfoui dans la pierre. Elle ouvrait parfois ses portes aux journalistes, aux documentaristes, à ceux qui voulaient comprendre où tout avait commencé. Elle les conduisait dans les couloirs taillés par son oncle, leur montrait l'endroit où l'or avait été caché, leur expliquait l'histoire avec simplicité. Sans glamour, sans sensationnalisme. Pour elle, il ne s'agissait jamais de l'argent. Seulement d'un principe, un seul individu, au bon moment, pouvait défier l'injustice. Un après-midi, 18 mois après la création de la Fondation, Maya reçut l'appel d'une femme vivant dans le Michigan. Sa voix tremblait, brisée par l'épuisement et la peur. Son mari, contrôleur qualité dans une usine automobile, avait découvert que la société expédiait volontairement des véhicules équipés de systèmes de freinage défectueux. Il avait signalé l'affaire en interne et avait été licencié. Pire encore, l'entreprise les poursuivait désormais en diffamation. Ruiné, menacé, ignoré par tous, il ne savait plus vers qui se tourner. « J'ai vu votre histoire », sanglota la femme. « J'ai vu comment vous avez tenu tête. S'il vous plaît, pouvez-vous nous aider ?» Maya passa 3 jours entiers à examiner les documents qu'il lui avait envoyés. Puis elle les orienta vers l'équipe juridique de sa fondation. 4 mois plus tard, la société automobile dut rappeler près de 200 000 véhicules, évitant ainsi un nombre incalculable d'accidents. Le technicien fut réhabilité, réintégré, dédommagé. Lors de la conférence de presse annonçant le rappel, il avait murmuré, les larmes aux yeux. Maya Rivera m'a montré que dire la vérité n'est pas un suicide professionnel. C'est le devoir le plus important que nous ayons. Ce genre d'histoire se multiplia. Une infirmière dénonçant des mauvais traitements dans un hôpital pour anciens combattants. Un comptable dévoilant le détournement de fonds d'une association. Un soldat révélant des crimes de guerre. Tous trouvèrent leur chemin vers la fondation. Tous furent protégés. Tous participèrent à un mouvement grandissant, celui de gens ordinaires refusant l'omerta. Pendant ce temps, Sophie grandissait dans ce lieu improbable. Elle, qui autrefois dormait dans la banquette arrière d'une voiture, avait désormais sa propre chambre creusée dans la roche millénaire. Elle avait des amis qui trouvaient son habitation tellement cool. Elle avait une mère qui, pour la première fois depuis longtemps, respirait sans craindre un avis d'expulsion.
Pour ses 10 ans, 3 ans après leur arrivée dans la maison, Maya organisa une grande fête. 20 gamins couraient dans les pièces sculptées, leur rire s'élevant comme un écho joyeux là où jadis n'existait que silence et secret. Maya observa le soleil couchant embraser le désert, teinter la pierre de teinte dorée, et sentit une vague d'émotion la saisir. Elle songea à tout ce chemin parcouru, répondre à l'appel d'un avocat, explorer une maison pleine de mystères, survivre à une attaque meurtrière, témoigner devant la justice malgré les menaces. Sophie, plus grande, plus affirmée, vint se blottir contre elle. « Maman, ça va ? » ?»« Oui, ma chérie. Je pense juste à ton oncle Daniel. À tout ce qui nous est arrivé. À ce moment où nous dormions dans une voiture et regarde-nous aujourd'hui. » Elles contemplèrent ensemble les dernières lueurs du jour. « Tu crois qu'il savait ?» demanda Sophie. « Que oncle Daniel savait ce qui se passerait en te laissant cette maison ?» Maya repensa à la lettre, aux mots tremblés de son oncle, peut-être qu'elle sera plus courageuse que moi. Peut-être qu'elle saura transformer de l'argent taché de sang en justice. « Oui, répondit-elle doucement. Je crois qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Il savait que j'étais assez désespéré pour prendre le risque. Et il savait qu'une fois que je découvrirais ce qu'il avait caché, je ne pourrais pas détourner les yeux. Il me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même. J'aurais aimé le connaître, murmura Sophie. Moi aussi, mon cœur. Moi aussi. La semaine suivante, Maya reçut une lettre. Une vraie lettre, manuscrite, envoyée en recommandé. Le cachet postal venait d'une prison fédérale du Colorado. À l'intérieur, une seule page, écrite avec une écriture soignée. Chère Madame Rivera. Vous ne me connaissez pas, mais j'ai fait partie des hommes impliqués dans le projet Goldstream. Je purge une peine de 15 ans pour mon rôle dans le vol. Je vous écris pour vous dire que je suis désolé. Désolé pour ce que nous avons fait à ce pays. Désolé pour ce que nous avons fait à votre oncle. Désolé pour ce que nous avons tenté de vous faire. Quand j'ai appris l'existence de votre fondation, et que vous utilisiez votre règlement pour aider d'autres personnes à dénoncer la corruption, j'ai compris quelque chose, nous avons volé de l'or en croyant que cela nous rendrait puissants. Mais vous avez trouvé cet or et vous l'avez transformé en quelque chose qui compte vraiment. Vous avez transformé un vol en justice. Cela demande bien plus de courage que tout ce que j'ai jamais fait. Merci de ne pas avoir abandonné. Merci d'être plus courageuse que des hommes comme moi. Sincèrement, Thomas Brennan. Maya lut la lettre 2 fois puis la rangea soigneusement dans une boîte contenant les lettres et documents les plus significatifs de sa vie. Elle ne haïssait pas ces hommes. Elle avait dépassé la colère depuis longtemps. Ils avaient fait leur choix, en supportaient désormais les conséquences. Le sien était de continuer à avancer, à bâtir sur le socle que son oncle avait posé. Ce soir-là, elle s'installa à son bureau, celui où, naguère, elle avait découvert le journal de Daniel et ses secrets enfouis. Elle ouvrit son ordinateur portable et commença à écrire un livre. Pas un rapport, pas un témoignage légal, son histoire. Celle qui commençait par des nuits glacées à dormir dans une voiture et qui l'avait menée jusqu'au couloir du Congrès pour exiger des comptes. Elle écrivit sur la peur et le courage. Sur la pauvreté et le pouvoir. Sur ce que des gens ordinaires peuvent accomplir lorsqu'ils refusent de se taire. 8 mois furent nécessaires pour rédiger l'ouvrage, 1 an de plus pour le publier. Elle offrit l'intégralité des bénéfices à la fondation. Le livre devint un best-seller, non parce que les lecteurs étaient fascinés par l'or bien que certains l'étaient mais parce que son récit touchait tous ceux qui avaient déjà douté de leur valeur, tous ceux qui s'étaient déjà demandé si une seule voix pouvait vraiment changer quelque chose. Et Maya prouva, simplement en vivant, que oui. Une seule voix, lorsqu'elle se met debout, peut déplacer des montagnes entières. Elle parcourait désormais le pays pour parler. Conférences, plateaux télé, table ronde, Maya saisissait chaque occasion pour défendre la protection des lanceurs d'alerte et exiger que les institutions rendent des comptes. Un soir, lors d'une étape de sa tournée littéraire à Chicago, un jeune homme s'approcha d'elle après sa lecture publique. Il devait avoir 25 ans à peine. Son costume froissé trahissait une longue journée, et dans son regard se mêlaient épuisement, détresse et une peur presque palpable. Il attendit que la salle se vide complètement avant d'oser prononcer un mot. Madame Rivera, je travaille pour une entreprise pharmaceutique. Ils falsifient les données des essais cliniques pour faire approuver un médicament dont ils savent qu'il provoque des problèmes cardiaques. J'ai les preuves. Mais je suis terrifié.
Je suis le seul à subvenir aux besoins de ma famille. Si je parle, je perds tout. Maya le regarda longuement, reconnaissant dans son tremblement la même panique qu'elle avait éprouvée autrefois. Elle prit doucement sa main. Tu ne perdras pas tout. Tu perdras peut-être un emploi, oui. Mais tu gagneras quelque chose de bien plus précieux, la capacité de te regarder dans un miroir et de savoir que tu as choisi la vérité. Et ma fondation fera tout pour te protéger, pour t'offrir un soutien juridique, pour que ta famille ne soit jamais punie pour ton intégrité. 3 semaines plus tard, ce jeune homme témoignait devant la FDA. Le médicament fut rejeté, une décision qui permit d'épargner potentiellement des milliers de vies. Il trouva ensuite un poste dans une entreprise qui valorisait réellement l'éthique. Peu après, Maya reçut de lui une photo, il y posait avec son nouveau-né dans les bras. Au dos, une simple phrase, « Je veux qu'elle grandisse en sachant que son père a été courageux. Merci de m'avoir montré ce que cela signifie. » 5 ans après avoir hérité de la maison Grotte, Maya se retrouva de nouveau devant une commission du Congrès. Mais cette fois, elle ne venait pas dénoncer des crimes. Elle venait défendre une loi, le Rivera Whistleblower Protection Act, inspiré de son oncle, visant à renforcer la protection juridique des lanceurs d'alerte et à financer leur défense. Elle travaillait sur ce projet depuis 2 ans. Elle avait rencontré des avocats, des activistes, des élus des 2 camps politiques. Elle avait argumenté, négocié, convaincu. Et maintenant, debout devant les membres de la commission, elle parlait d'une voix calme, assurée, profondément ancrée dans une vérité qui ne fléchirait plus. Il y a 5 ans, j'étais personne. Une mère célibataire travaillant 3 emplois, dormant dans ma voiture, invisible aux yeux du monde. L'héritage de mon oncle a changé ma vie, oui, mais surtout il m'a confié une responsabilité. Celle de poursuivre ce qu'il avait commencé, de protéger celles et ceux qui risquent tout pour révéler la vérité. Cette loi n'est pas pour moi. Elle n'est même pas pour lui. Elle est pour la prochaine personne, l'employé ordinaire qui verra quelque chose d'injuste et devra choisir entre parler ou se taire. Aidons-les à choisir le courage. Montrons-leur que nous serons derrière eux. 6 mois plus tard, le projet devint loi, signé par un président qui salua Maya comme un symbole du courage américain. Lors de la cérémonie officielle, Sophie est désormais âgée de 12 ans et déclarant déjà vouloir devenir avocate pour combattre la corruption se tenait fièrement à ses côtés. L'enfant qui avait tremblé dans une maison isolée du désert était devenue une jeune fille déterminée. Mais le moment le plus marquant survint un mardi ordinaire. Maya travaillait dans son bureau, entourée des parois de pierre millénaires de la maison Grotte, quand on frappa à la porte. Une jeune femme se tenait là, pétrifiée, serrant un dossier contre sa poitrine. Elle avait conduit 8 heures depuis le Texas après avoir vu l'histoire de Maya en ligne. Madame Rivera, je travaille pour une société de matériel médical. Ils vendent des appareils dont ils savent qu'ils sont défectueux, des appareils qui blessent les patients, j'ai les preuves. Mais je suis terrifié. Je pourrais perdre mon travail ou pire. Mais je pense à ce que vous avez fait, à ce que vous avez affronté. Pouvez-vous m'aider ? Maya l'invita à entrer, lui prépara une tasse de thé fumante, l'écouta attentivement. Puis elle appela son équipe, organisa une représentation juridique, lui expliqua ses droits, ses options, ses protections. 6 mois plus tard, cette jeune femme témoignait. Le matériel fut rappelé. Des dirigeants furent inculpés. Des vies furent sauvées parce qu'une personne avait trouvé le courage inspiré par une autre qui avait trouvé le sien. C'était devenu la vie de Maya, discrète, exigeante, parfois épuisante, mais porteuse de sens au-delà de tout ce que l'argent aurait pu offrir. Elle avait hérité de 265 millions de dollars en lingots et n'en avait gardé aucun. Ce qu'elle avait gagné valait 1000 fois plus, une mission, une communauté, la certitude d'avoir rendu le monde meilleur. Pour le 10e anniversaire du jour où elle avait tourné la clé dans la porte massive de la maison Grotte, Maya organisa un rassemblement. 50 lanceurs d'alerte, venus des 4 coins du pays, ceux que la fondation avait aidés, se retrouvèrent dans la pièce même où, autrefois, étaient empilés les lingots d'or. Ils parlèrent de courage et de peur, du prix terrible que coûte la vérité et des raisons qui rendent ce prix acceptable. Sophie, maintenant âgée de 17 ans et sur le point de partir à l'université, prit la parole. Ma mère dit souvent qu'elle a hérité de cette maison par accident, qu'elle n'était qu'une femme désespérée et chanceuse. Je ne crois pas ça. Je pense que mon grand-oncle savait exactement ce qu'il faisait. Il a reconnu en elle quelque chose qu'elle ne voyait pas encore, de la force, de l'intégrité, la capacité de faire ce qui est juste même quand tout fait peur. C'est ça, le vrai héritage.
Pas la maison. Pas l'or. Mais l'exemple. Le rappel que nous avons tous cette force en nous, si nous choisissons de l'utiliser. Les applaudissements éclatèrent, vibrants, sincères. Maya essuya ses larmes. Sa fille avait raison, l'héritage n'avait jamais été matériel. C'était un choix. Se lever ou se taire. Et en se levant, Maya avait découvert qui elle était. Plus tard, lorsque les invités furent partis, elle descendit seule dans l'ancienne salle des lingots. Les murs de pierre, polis par le temps, renvoyaient un écho doux. Assise sur le sol, elle consulta les messages reçus après l'événement. L'un attira son attention. Il venait de Robert Chen, celui qui avait dénoncé la contamination d'une rivière par son entreprise. Il y a 10 ans, ma société empoisonnait une rivière qui alimentait 20 000 personnes. J'avais une femme, 3 enfants, un prêt immobilier. Parler signifiait tout risquer. Mais je suis tombé sur votre histoire, vous, qui étiez passé de dormir dans une voiture à témoigner devant le Congrès. Je me suis dit, si elle a pu le faire, je peux au moins remplir un rapport à l'EPA. Ce rapport a sauvé des vies. Votre courage a déclenché une réaction en chaîne. Merci d'avoir été le premier domino. Maya ferma les yeux, submergée par l'émotion. L'or caché par son oncle avait mis en marche quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Ce n'était plus un secret enterré dans la roche, c'était devenu un mouvement national, une preuve que des gens ordinaires peuvent accomplir des choses extraordinaires quand ils décident d'agir. Ce soir-là, elle gravit le sentier jusqu'au sommet du Mesa, comme elle l'avait fait la première semaine. Le désert s'étendait à perte de vue, et les étoiles embrasaient le ciel. Elle pensa à la femme qu'elle était 10 ans plus tôt épuisée, effrayée et à celle qu'elle était devenue. Elle pensa aux vies touchées, aux injustices réparées. On l'a fait, murmura-t-elle. On a transformé de l'argent taché de sang en justice. La peur en courage. Une malédiction en bénédiction. Le vent fit voyager ses mots dans la nuit noire. Et dans le silence profond du désert, elle sentit une réponse, non pas une voix, mais une paix. Son oncle pouvait enfin reposer. Plus tard, en redescendant, elle s'arrêta dans le grand salon. L'air semblait plus léger, comme si la maison elle-même avait été libérée. Elle ouvrit le journal de son oncle, ajouta une dernière ligne sous son entrée d'autrefois. Le travail continue. La vérité persiste. Et les gens ordinaires changent le monde, un choix courageux à la fois. Merci, oncle Daniel, d'avoir cru en moi avant que je puisse croire en moi-même. Maya. Ce soir-là, en regardant les étoiles à travers les puits de lumière taillés dans la pierre, Maya comprit la leçon ultime, on n'a pas besoin d'être puissant pour changer le monde. Il suffit d'avoir le courage d'essayer.